Voilà, donc de retour sur la libre antenne, toujours voilà, en roue libre comme on dit, avec un petit débunkage qu'on vous a préparé, toujours sur une interview que notre cher Premier ministre Manuel Blancos, comme on le surnomme, a donné à la chaîne anglaise, la BBC, et dans laquelle on va dire, il dit un certain nombre de choses très intéressantes. Interview qui a, vous le verrez, de toute façon, dans les réactions, suscité un énorme rétropédalage de la part de son auteur et de toute son équipe, qui, après avoir tenu ses propos, l'article au début a été retiré par la BBC, puis remis, annoncé sur les tweetés, vous savez, sur les chaînes de télé, sur BFM, sur iTélé, puis etc. Puis tout de suite après, il y a eu un communiqué de Matignon, mais non, il avait dit ça, etc. Et non, ce sont pas des mesures. Il s'est rendu compte, évidemment, de ce qu'il est en train de dire. Et on va justement aller visionner un peu ce que nous raconte le cher Premier ministre lorsqu'il est à la télévision anglaise, avec voilà, des sous-titrages, tiens, au passage, par Meta TV International, voilà, qu'on remercie. Alors on va commencer. Alors des fois, évidemment, je serai obligé de lire la question, puisque vous notez bien, les questions sont en anglais, évidemment. Voilà. La France a connu 2 attaques terroristes majeures cette année. Comment ces attaques ont-elles changé le pays? Profondément. Quand un pays est attaqué, nous ne sommes pas le seul à avoir été attaqué par le terrorisme, tout change, parce que nous sommes en guerre. Bon, évidemment, dès les premiers mots, vous avez une synthèse de la rhétorique qui va être annoncée. Tout change, car nous sommes en guerre. C'est quelque chose avec quoi il va falloir désormais s'habituer, c'était le mot guerre, guerre contre le terrorisme. On se croirait revenu vous savez, au meilleur temps de l'époque bushienne, de 2001, pour ceux que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, qui était l'époque, évidemment, où les États-Unis, à travers la voix de leur président et de tous ses dirigeants, nous parlaient de guerre incessante contre le terrorisme, de guerre totale, etc. Et aujourd'hui, on voit que ce discours-là est exactement, c'est un discours des néoconservateurs américains, pour un peu citer la ligne directrice à laquelle appartiennent des gens qui sont constamment dans cet état de guerre. Et bien maintenant, désormais, cette ligne-là trouve écho à travers des personnages comme notre Premier ministre. Parce qu'on nous livre une guerre, l'État islamique, Daesh. Donc tout change, à la fois les moyens qu'il faut mettre en termes de sécurité, mais aussi l'état d'esprit dans la population. Voilà, l'état d'esprit dans la population, évidemment, Daesh, voilà, tout change, l'État islamique, évidemment, les groupes, évidemment, terroristes ont toujours existé, si j'ose dire, on a toujours eu, en fait, assez constamment, depuis l'après-Seconde Guerre mondiale, même si il y a eu aussi quelques formes de terrorisme qu'on expliquera avant. Mais aujourd'hui, nous vivons donc cette époque, vous savez, l'époque de Daesh, donc désigné évidemment comme l'ennemi à abattre, ennemi pour le moins très douteux sur, évidemment, son existence même, son existence propre, si j'ose dire. D'où vient-il? Qui le finance? Qui est derrière? C'est des choses qui sont, voilà, des questions, pour moi, de toute façon, qui sont même plus en suspens. Il suffit de lire et de s'appuyer sur les nombreux journalistes qui ont travaillé sur ces questions pour comprendre que de toute façon, ces groupes-là sont, on va le répéter encore une fois, mais sont financés, armés, encadrés par des États. Il ne s'agit pas de groupes indépendants sortis ex nihilo de la cuisse de Jupiter et qui auraient créé un État comme ça, en s'accaparant les territoires d'ailleurs au passage d'autres États. Voilà. Nous sommes en guerre, ce n'est pas une guerre conventionnelle comme celle que nous avons connue au XXe siècle, mais ça veut dire qu'il faut vivre avec la menace terroriste qui peut frapper de nouveau et avec cette guerre. Voilà, donc ça c'est le climat qui est proposé aux Français, c'est évidemment
l'ambiance avec laquelle vous êtes, j'ai envie de dire, soumis chaque jour, ambiance de guerre, lorsque maintenant vous vous présentez dans un magasin, partout on a l'habitude de fouiller, on a l'habitude de voir des militaires partout dans les rues, on a l'habitude effectivement d'accepter d'être espionné, d'accepter de, on va dire, de nier, voire d'oublier, en tout cas, d'accepter de lâcher du lest concernant nos libertés individuelles en les sacrifiant sur l'autel de la sécurité au nom de cette guerre impitoyable contre le terrorisme international qui menacerait nos vies. Et donc pour se protéger, les citoyens doivent accepter la surveillance permanente et la restriction de leur liberté individuelle fondamentale, qui serait le cœur nucléaire de la bataille contre le terrorisme, puisque c'est là l'objet véritable de la démarche de Valls, de son gouvernement et de tous les autres dirigeants européens, de nous imposer un État sécuritaire, militaire et ultra-libéral. Some experts say the worst is D'après yet to certains come. You see the experts, le intelligence. pire Is est that encore what à you're venir. seeing? Oui, Vous qui avez accès à ces informations, est-ce que vous pouvez nous le confirmer? Alors, vous avez vu, il a répondu oui, et il va évidemment nous confirmer. nous pouvons en tout cas être frappés de nouveau, et nous voyons bien que l'État islamique, Daesh, s'adapte à la capacité des États à se protéger, mène des attaques d'ordre différent. Alors, ça c'est assez saisissant ce qu'il nous dit aussi à ce moment-là. Donc Daesh s'adapte, Daesh fait des attaques de façon différente, il serait capable de frapper n'importe où, n'importe quand, de n'importe quelle façon. En gros, même si vous changez tout, de toute façon ils s'adapteront, ils changeront. Donc déjà on part pour une guerre éternelle. Ça c'est un peu ce qui est dit dans le non-dit. Deal of 9/11. Many talk about a 9/11 attack, multiple attacks in many countries. Ça peut être comme les attentats que nous avons connus en effet en novembre, avec des groupes organisés venant de Syrie ou d'un autre pays européen comme la Belgique, mais en s'appuyant aussi sur des Français. Ça peut être des individus radicalisés qui agissent avec moins de moyens, mais avec la volonté de frapper en s'attaquant à des policiers, à des militaires, à des lieux de culte. Oui, bien sûr. Ouais. Enfin, des Français, évidemment, qui vont en Syrie. Ça, c'est pas une découverte. Nous, ici, ça fait longtemps qu'on avait exposé ce problème. J'ai même revisionné une vidéo qui datait de février 2014, donc bientôt 2 ans, dans laquelle nous déjà, nous abordions ce thème-là avec Thierry Messant. Nous parlions de ces djihadistes français qui participaient à la guerre en Syrie. Thierry Messant, vous savez, le pape du complotisme, comme et on le surnommait à France 2, eh bien, il nous disait, nous anticipait, présageait, préjugeait, a prophétisé, on pourrait dire. En tout cas, tout ce qui se passe actuellement, avec la venue de ces terroristes qu'on a entraînés, qu'on a encadrés, qui ont eu une formation militaire, une formation aux explosifs, une formation au camouflage, au renseignement, etc., pour opérer leur mission, évidemment, sur place en Syrie, et que ces gens-là allaient venir en France. C'est pas moi qui le disais, enfin si, moi je le disais aussi, mais quand j'interroge Thierry Messant à l'époque sur ces sujets-là, il est bien sûr catégorique, il nous dit bien sûr, mais tout cela va être la suite. Et aujourd'hui on y avait, il n'a pas fallu attendre très très longtemps. Ça peut être à l'extérieur de notre pays, en s'attaquant à nos propres intérêts, à nos ressortissants, et notamment dans des pays qui sont fragiles et qui sont des symboles, comme la Tunisie, comme le Mali, comme le Burkina Faso, nous l'avons. Voilà, oui, on nous donne les exemples, notamment les dernières attaques terroristes, évidemment, qu'on a connues. Oui, il y en a eu en Tunisie, Mali, Burkina Faso. Le territoire, le champ africain, le précaré. On ne rentrera pas ce soir dans tous les aspects, évidemment, de cette démarche, mais vous savez bien que il y a des éléments
de grille de lecture sur la position géopolitique de la France dans cette région qu'il faut mettre en perspective avec ce qui vient d'être dit, en particulier sur le fait qu'évidemment, tout de suite, il nous parle de l'Afrique. C'est pas pour rien, et vous allez voir pourquoi. On a vu il y a quelques jours, oui, donc la menace, elle est là, elle est prégnante, et nous allons vivre avec. Arrêtez. You can't stop it. On ne peut pas l'arrêter, évidemment, mais les journalistes se demandent, mais on ne peut pas l'arrêter, c'est pas possible. Il faut. Comment? Il Le faut- président vient d'annoncer la prolongation de l'état d'urgence. C'est ça la guerre? That's the fight. The president wants to extend the state of emergency? La guerre, c'est utiliser tous les moyens dans notre démocratie, dans l'état de droit, pour protéger les Français. Donc, Avec tous les moyens pour protéger les Français. C'est-à-dire commencer par vous ficher, par vous retirer vos droits, etc. Ben on vous protège, monsieur. Vous avez plus le vous êtes assis à résidence. Hein, et qu'on vienne pas me dire, oui, les Français demandent ces mesures, les Français... Parce que des fois aussi, ils sortent des choses, oui, les Français demandent ces mesures. Moi, j'aimerais bien voir, moi. c'est en effet l'état d'urgence. Nous allons voir si nous Jusqu'à allons quand? le prolonger. Jusqu'à quand? Le temps nécessaire, nous ne pouvons pas vivre tout le temps avec l'état d'urgence. Mais tant que la menace est là, nous devons utiliser tous les moyens. Ça peut être pour toujours. That could be forever. Jusqu'à ce qu'on puisse évidemment en finir avec Daesh. Many say it's a fight of a generation. Beaucoup disent que ce sera long, ce sera le combat d'une toute génération. Un journaliste, il commence à être dépité d'un peu. Vous allez voir, d'ailleurs, après, elle aura une réaction assez surprenante parce que elle commence à se dépiter d'un discours. Vous avez entendu, comme moi, ce que j'ai entendu, ce qui a été relaté dans un premier temps par la presse, puis nié ensuite. C'est quand même extraordinaire. Alors, vous voyez comme moi les images. Elle lui demande, mais quand est-ce que cet état d'urgence va s'arrêter? Et il nous répond, jusqu'à ce que Daesh soit éliminé. Alors elle lui dit, mais quoi, c'est pour toujours? Parce qu'on là, quand on vous dit, oui, c'est une guerre de 20 ans, 30 ans, machin, ah ben c'est pour toujours. C'est pour toujours, elle parle de génération, voilà, jusqu'à quand l'état d'urgence? Et c'est cette phrase qu'a posée, évidemment, extrêmement polémique dans la presse, puisque là, Valls nous dit, ah ben jusqu'à ce qu'on élimine Daesh, jusqu'à la Saint-Glinglin, jusqu'à l'an 2150, et jusqu'à quand? Et jusqu'à que l'Afrique soit aussi riche que les États-Unis. Enfin, c'est quoi le principe? C'est, à un moment donné, là, il est en train de nous expliquer que finalement, ce que les Français pensaient être un état temporaire et une suspension nécessaire de leur liberté afin de procéder, on va dire, à l'élimination de la menace terroriste qui semblait peser sur le pays, se réveille avec, en fait, non, un état d'urgence pour toujours. Et puis, c'est pas fini, parce que vous allez voir, le nombre d'annonces, c'est quand même assez stupéfiant, mais celle-là, évidemment, qui concerne les Français, est à tomber par terre, déjà. C'est la première remarque, en se disant, mais attendez, vous avez un Premier ministre qui vous dit, l'état d'urgence, lui, maintenant, il va durer jusqu'à ce que Daesh soit éliminé, jusqu'à que... il n'y a pas de limite d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle lui dit mais c'est pour toujours, quoi, elle ne comprend pas. Et d'ailleurs, elle insiste encore pour le faire parler là-dessus. Je le crois, et il faut dire la vérité, pas seulement aux Français, mais à tous ceux qui sont concernés par le terrorisme. Ah oui, il faut bien nous le souligner, il ne faut pas dire la vérité seulement aux Français. Ce serait bien déjà commencer par leur dire la vérité aux Français, et lorsqu'on dit quelque chose à la BBC, de répéter la même chose à TF1. Là, ce serait déjà pas mal, monsieur Valls. C'est une génération qui peut être concernée par cette guerre, puisqu'il ne suffira pas seulement de vaincre Daesh, il faut éliminer Daesh. Alors, cette phrase aussi, je n'ai pas tout compris, il suffira pas de vaincre Daesh, il faut aussi l'éliminer. Mais d'une façon, si on l'a vaincu, on l'a éliminé. Je ne comprends pas le sens de éliminer, la différence entre vaincre et éliminer. C'est une subtilité peut-être que je ne comprends pas. Et ça se joue en Irak, en Syrie, bien évidemment, peut-être demain en Libye. Et là, c'est reparti. Oui, non mais c'est quand même extraordinaire. On aurait dit que c'est Georges Mouche réincarné dans la peau de Manuel Valls. Et demain, la Libye et la Syrie, et c'est reparti comme en 14, là. C'est reparti sur la Libye, c'est reparti l'Irak et machin, et puis c'est pas fini. Mais c'est quand même extraordinaire que ces gens nous parlent de réintervenir, parce qu'il y aurait donc Daesh en Libye,
alors que précisément ce sont les mêmes dont il fait partie, avec son ami Bernard-Henri Lévy, avec qui il nous disait qu'il fallait absolument bombarder Kadhafi parce que celui-ci aurait menacé sa population d'un massacre, en particulier les habitants de Benghazi, et donc cet événement a provoqué la guerre en Libye, qui, je le rappelle, a fait plus de 250 000 morts, et aujourd'hui, un pouvoir islamique en place, des bandes en tout cas de chefs de guerre organisés, qui ont morcelé le territoire, une situation qui est intenable, pour entendre dire aujourd'hui, notre Premier ministre, on va certainement devoir intervenir en Libye. C'est quand même extraordinaire, parce qu'il y aurait Daesh. Mais et vous voyez bien que l'incohérence quand même de ce raisonnement. Évidemment, il n'aime pas qu'on l'interpelle sur ces sujets, comme dans l'émission quand on l'a interpellé sur la Libye, qu'il a pas souhaité, et puis il a pas souhaité répondre. Si vous revoyez la séquence, je sais plus comment ça s'appelle, c'est Jérémy quelque chose, je crois, qui lui dit oui, vous avez pris des décisions sur la Libye, et il lui dit le Mali. C'est-à-dire qu'on oublie le thème de la Libye, parce qu'évidemment le thème de la Libye est tabou. Après avoir été intervenir avec l'OTAN, aujourd'hui on se retrouve avec Daesh. C'est ça la réalité. Donc, et on est légitime de se poser, est-ce que Daesh et l'OTAN finalement travaillent pas ensemble? Voilà. Mais ça, visiblement, c'est du complotisme, comme on dira à France 2. Les adeptes du soupçon, les méchants, ils sont soupçonneux. Dans plusieurs endroits du monde, parce qu'en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, il faut éradiquer, éliminer. Alors en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, je veux dire, mais c'est œuf, jambon, fromage, et sur la Lune, et en Antarctique, et machin, enfin Daesh, on va les chercher sous le rocher de Gibraltar, et dans les îles Kerguelen. Non mais ça devient c'est de la folie pure, c'est de la folie pure, c'est de la folie pure. Vous voyez bien que ce discours, d'ailleurs, elle va avoir une réaction au fur et à mesure, la journaliste, parce que là, on est concentré, vous voyez, sur la parole. Un jour, certainement, on aura l'occasion de faire des analyses synergologiques avec quelqu'un, je vous en parlerai, avec qui on prépare ça, sur les attitudes, les mouvements, les positions, et vous verrez que ça nous apprend des choses assez formidables. Et donc, dans les débunkages, on aura cette chance de pouvoir avoir le double discours de l'interprétation grâce à ce travail de synergologie. C'est une guerre totale et globale que nous mène le terrorisme. Donc, la guerre que nous devons mener, elle doit être aussi globale, totale et d'une certaine manière impitoyable. Mais regardez, alors là, je vous mets en arrière, vous allez regarder la réaction de la journaliste à ce moment-là. C'est extraordinaire, la petite séquence là m'a beaucoup amusé. C'est que au moment où vous allez voir Valls qui dit nous allons mener une guerre totale, globale, impitoyable. Mais on est dans je vous dis, on est dans Orwell. Et à ce moment-là, la journaliste, vous allez voir, alors justement, et je commence un peu les analyses synergologiques, mais vous allez voir, elle fait un recul comme ça. C'est-à-dire que c'est tellement, vous voyez, ce que dit Valls est tellement fort, tellement, on va dire, j'ai envie de dire, incroyable, vous savez, vraiment au sens de l'incroyable, on ne peut pas y croire, elle ne peut pas y croire à ce qu'il est en train de lui dire. Elle recule, vous voyez, elle a un mouvement de recul, genre, elle s'écarte elle-même, et ça signifie qu'elle n'est absolument pas, évidemment, d'accord elle-même avec ce que dit Valls, et donc elle a ce mouvement de recul vis-à-vis de ce qu'il vient de dire, tellement c'est fort. Global, total, et d'une certaine manière, impitoyable. Mais cette guerre... Voilà, vous voyez ce mouvement-là, évidemment, qui est un mouvement inconscient, mais qui signifie totalement ce que pense cette journaliste, c'est-à-dire ce qu'il dit, global, total et impitoyable. C'est sur impitoyable d'ailleurs qu'elle recule, puisque le impitoyable nous démontre la détermination absolue avec laquelle ils vont mener cette guerre, puisqu'on nous dit une guerre impitoyable. Mais c'est quoi? C'est une guerre nucléaire? C'est une guerre, on va lancer des bombes nucléaires sur la Syrie? On va quoi? On va faire réhabiliter Auschwitz? Enfin, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que cette guerre? Les camps FEMA? Enfin, c'est quand même assez incroyable. Et elle est stupéfaite pour moi. Bien sûr, elle doit garder son sang-froid, mais c'est cette réaction qui traduit son malaise. Ou ce risque terroriste, nous allons le connaître tant que ne cesseront pas les convulsions au sein du monde arabo-musulman. Et puis nous avons dans nos propres sociétés. Vous avez vu sa réaction?
Parce que quand il dit nos propres sociétés, alors c'est marrant puisque elle c'est une Britannique, donc évidemment francophone, mais évidemment quand elle entend le français, c'est la réaction et machin, parce que alors il voit il y a nos convulsions avec le monde musulman, puis il lui explique que c'est dans nos sociétés. Donc évidemment le problème serait dans nos sociétés. Eh ben oui, évidemment, et ça lui fait peur parce que ce qu'il est en train de dire, il faut le comprendre par un autre discours. Quand il vous dit oui, le problème, il est dans notre société. Et qu'est-ce qu'il dit après ? Je vais dire pourquoi, comment on doit décoder ce message. En France, mais en Europe, des centaines, des milliers de jeunes. Vous entendez ? Des centaines, des milliers de jeunes. Des centaines, des milliers de jeunes. Qui ont basculé ou qui peuvent basculer dans cette radicalisation. Oui, oui. Donc, il y aurait donc des centaines de milliers de jeunes qui ont basculé ou qui peuvent basculer dans cette radicalisation. Donc finalement, le problème de Daesh, c'est même pas comment ils vont l'éradiquer, parce que quand ils nous disent Daesh et qu'ils nous parlent là de ces jeunes en Europe, ils font aussi partie de Daesh, et contre eux, va-t-il mener aussi cette politique globale, totale et impitoyable ? Quelle est la solution, puisque finalement c'est quoi, c'est une guerre contre tous les Européens, est-ce qu'ils sont Européens, ils ne le sont pas? Oui, ces questions-là, il n'y répond pas. En revanche, la gauche, là je m'adresse, parce que je sais bon, qu'il y a quelquefois il y a quand même des gens de gauche qui nous regardent, et, mais là je m'interroge toujours, c'est sur l'effet de cette personne qui, et surtout le camp de gauche qui est tout le temps en train de sauter comme des cabris, comme disait le général de Gaulle, avec la stigmatisation, stigmatise. Si ça c'est pas de la stigmatisation, je ne comprends rien à votre stigmatisation. Parce que là, s'il n'est pas en train de stigmatiser, vous savez, un terme très à la mode qu'on aime beaucoup utiliser, on stigmatise. Et là, on stigmatise complètement une communauté, excusez-moi, dans ses propos. Que le danger, la menace sont aussi au sein de nos sociétés. C'est tout le travail de renseignement, mais c'est aussi la mobilisation de toute la société. There's another risk though for France. Alors, cependant, il y a un autre risque qui guette la France et d'autres pays. For many countries, already the United Nations is talking about the measures which are excessive and disproportionate in. L'ONU évoque déjà des mesures excessives et disproportionnées dans cette bataille. Et oui, parce que cet état d'urgence, il provoque, vous savez, des remous, où il y a pas mal de gens qui s'interrogent et qui disent « Mais quoi, c'est une tentation de la dictature ?» Finalement, ces gens-là s'arrangent de cette situation pour conserver le pouvoir de façon autoritaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, il y a quand même des questions qui commencent à émerger, des voix qui se lèvent de plus en plus, et donc effectivement elle lui pose cette question un peu, d'ailleurs c'est une très bonne journaliste je trouve qui pose de bonnes questions pour savoir si cet état d'urgence trouve une forme de à la fois légitimité, puisque est-ce que la population est pour ou contre? Non, je pense que nous avons parfaitement adapté les moyens à la menace. Ce type d'analyse m'étonne toujours. Il est étonné effectivement qu'on lui dise oui, la France, machin, que ce sont des organisations tout à fait sérieuses, entre guillemets, l'ONU, qui lui demandent, voilà, est-ce que quand même l'état d'urgence trouve une réelle justification juridique? Quand même, c'est dans un pays où on nous explique, la France, je le rappelle, on suspend les droits de l'homme. Alors, il faut arrêter les gens avec la République et voter nos valeurs et les valeurs de la République et les machins, tout ce qu'on entend toute la journée, les valeurs de la République. Nous, vous savez, monsieur, nous avons des valeurs, la France, les droits de l'homme, et c'est pas bien. Et puis là, on en parlera après en troisième partie de Rouhani, de Raúl Castro, parce que là, on nous a bassiné les droits de l'homme. Mais non, mais les droits de l'homme, la France, elle les a enterrés. C'est pas moi, c'est Bernard Cazeneuve, qui a écrit au Conseil de l'Europe pour leur dire que la France ne respectera pas les droits de l'homme. C'est quand même extraordinaire. Non, ce sont des moyens adaptés, selon Manuel Valls. Vous vous rendez compte, nous avons eu 130 morts. Nous n'avions jamais connu cela en France, le 13 novembre dernier, à Paris et à Saint-Denis.
Oui, ça, bon, c'est un peu l'émotion. Vous voyez, c'est le même principe tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on lui parle d'une question, on lui dit mais attendez, est-ce que l'état d'urgence est encore une légitimité quand il est remis en cause par quand même des organisations internationales comme l'ONU, et la réponse c'est attendez, mais nous on a eu 130 morts. Vous voyez, c'est l'émotion. Je comprends pas, on a eu 130 morts, mais moi, on vous renvoie systématiquement à cette dictature. Dictature de l'émotion pour effacer toute forme de raison et toute forme d'esprit critique. Hein, voilà, ce sont les 130 morts. Et donc, si vous critiquez l'état d'urgence, c'est que vous pleurez pas les 130 morts. Vous comprenez comment le raisonnement s'établit. Et ça peut être plus pire. Des centaines, even more than that. Yes, des centaines et des milliers de blessés. Nous pouvons connaître de nouveau des attaques. Nous avons déjoué 6 attentats au cours de ces derniers mois. Alors là, des centaines de milliers de blessés. On est toujours dans une espèce de surenchère avec Manuel Valls qui est assez effrayante, quoi. Donc, qui nous annonce des centaines de milliers de morts, donc de blessés. Ouais. C'est pas pour nous rassurer. Après Istanbul, après Jakarta, après le Burkina Faso, après la Tunisie, l'Europe qui a été frappée, la France, nous voyons bien quelle est la menace. Donc nous prenons, nous, les moyens, en donnant plus de moyens, en créant des postes à la police, à la gendarmerie, à nos armées, aux services de renseignement. Nous avons voté des lois, toujours en respectant les libertés fondamentales et l'état de droit. Mais il faut agir avec beaucoup de détermination. Voilà, là, elle s'énerve quand même parce que là, il se moque quand même du monde. Hein. Oui, on a respecté l'état de droit. Bon, évidemment, si les assignations à résidence, ils ont tellement été respectées que ça a été cassé par le Conseil d'État. Hein. Donc finalement, et sur 3000 perquisitions, je crois qu'il y a eu 1 ou 2 mises en examen, et encore, je ne crois pas que ce soit des affaires de terrorisme pur, mais plutôt de détention d'armes. Donc oui, quel est le bilan réel, monsieur le Premier ministre, de cet état d'urgence ? Are you ready to go? There's criticism of this new plan, which you Alors, soutenez-vous ce nouveau plan que vous, ce nouveau plan que vous soutenez d'ailleurs, visant à déchoir les citoyens français prenant part aux violences de leur nationalité, est déjà très critiqué. Oui, alors là, on va en parler, évidemment. C'est une des mesures phares, comme réponse au terrorisme, la déchéance de nationalité. To take away the passports of French citizens who take part in the violence. Voilà, donc qu'on supprimerait le passeport de citoyens français qui auraient participé à ces violences. Évidemment, cette loi de déchéance de nationalité, qui est une mesure proposée par la droite et que la droite a mis, on va dire, en balance pour l'accord de son vote sur le changement constitutionnel qui est prévu, évidemment fait débat au sein de la gauche, fait débat au sein de l'extrême gauche, fait débat entre la droite et la gauche, puisque certains à droite même n'y sont pas favorables, certains à gauche ils le sont, certains ne le sont pas, même si on pense que tout le monde va finir par se résigner pour ne pas mettre mal Hollande lui-même qui est déjà au plus bas, et qu'il faudrait pousser pour le faire tomber dans le trou. Donc tout le monde s'est résigné. Christiane Taubira, qui a quitté le gouvernement, qui est parti évidemment, j'ai presque envie de dire en claquant la porte, quelque part. En tout cas elle part en héros, elle part pas en héroïne, je veux dire, elle ne part pas en désespéré ou en paria. Elle part un peu presque grande star. On avait rarement vu ça, je pense, pour le départ d'un ministre, de voir autant de caméras, etc. C'est une ministre star incroyable, Christiane Taubira. On en parlera un petit mot sur elle après, mais cette déchéance de nationalité qui fait extrêmement polémique, puisque est-ce que c'est une vraie solution pour stopper le terrorisme? Moi, je le pense que, évidemment, non. C'est une mesure symbolique. Et puis les terroristes, de ce qu'on en a appris, je suis désolé, ce sont des gens qui se font sauter, on les arrête jamais. Alors à un moment donné, je sais pas à quoi ça sert d'enlever la nationalité à quelqu'un qui est déjà mort. Mais bon, si on les attrape vivants, je sais pas, moi ce que ça changera, de toute façon, quand bien même, oui, ce sont des binationaux, parce que ce serait réservé aux binationales. Donc moi je pense que c'est plus une mesure le jour où comme ça certaines personnes vous embêtent, pour rester poli, vous les mettez dehors tout simplement, ça facilitera les choses. Bien sûr, quand
des individus décident de rompre le contrat avec leur propre pays, avec la nation, qu'ils frappent eux-mêmes des Français, qu'ils tuent des Français, c'est-à-dire leurs propres compatriotes, qu'ils s'attaquent à nos valeurs, pas seulement à nos symboles, à nos valeurs, à notre art de vivre, oui, la nation, la France, doit être capable de dire stop, ça n'est pas possible, vous ne faites plus partie de la communauté nationale. Oui, alors moi je suis bien d'accord avec ça. Mais sauf que par là même, je vais faire mon avocat du diable, même dans le débunkage, si j'étais avec Valls, c'est-à-dire que je poserais la question de savoir, est-ce que, à ce moment-là, le fait que on puisse retirer la nationalité à certains, effectivement, parce qu'ils seraient binationaux, hein, contrairement à d'autres, fait que de fait, il n'y a pas une seule communauté française, mais celui qui a une double nationalité, est-il vraiment au sein de la communauté française? Est-il français vraiment? Donc, au-delà, vous voyez, c'est marrant comment cette question de, finalement, la déchéance de nationalité, pour moi, c'est l'arbre qui cache la forêt de la vraie question de la binationalité. C'est-à-dire que l'appartenance, la double allégeance, en fait, à deux nations, ce qui est quasiment, allez, je ne vais pas dire impossible, mais en tout cas peu probable, je ne crois pas à la double allégeance. Il y a bien une allégeance plus forte que l'autre, hein, je pense, ça me paraît évident, on n'a qu'une seule allégeance, vraiment. Après, qu'on me donne l'exemple des parents, oui, il y a papa et maman, d'accord, mais oui, mais je ne crois pas aux doubles allégeances, je suis désolé. Et je pense que vraiment, quand on a une de double nationalité, comme c'est le cas de beaucoup de gens qui ont même des triples nationalités, eh bien, il y a une nationalité à laquelle on est plus attaché que les autres. Ça me paraît évident. Voilà, je vois rarement les binationaux avoir vraiment deux nationalités. En fait, ils en ont une plus marquée que l'autre. Mais évidemment, derrière donc ce problème de déchéance de nationalité se pose le vrai problème, qui est le problème de la binationalité. Je rappelle que dans certains pays d'Europe, hein, ou même dans le monde, hein, mais bon, en Europe aussi, il n'est pas admis, en fait, d'avoir de double nationalité. Il y a des pays qui n'admettent pas la double nationalité. Vous êtes mononational. Ou alors, pour eux, c'est illégal. C'est que c'est à partir du moment où vous avez une double nationalité, ça pose un problème juridique, où là, on peut vous demander la déchéance de nationalité parce que vous êtes d'une double nationalité. Vous comprenez le principe chez eux. Un peu plus logique, mais c'est les germaniques, hein, vous savez. Ça n'est pas ça qui les empêchera de vouloir commettre des attentats. Mais ah bah, il le dit lui-même, vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce n'est pas la solution pour arrêter le problème des attentats, c'est une mesure symbolique. dans ces moments-là, il faut utiliser tous les moyens du droit, les moyens bien sûr pour les forces de sécurité et la justice et le renseignement, mais aussi des mesures hautement symboliques qui montrent que la nation, les Français, se rassemblent, se regroupent autour de leurs propres valeurs et disent à ces individus, ça n'est plus possible. Oui, bon. Voilà, les Français se regroupent autour de leurs valeurs, hein, comme si les valeurs de la France, hein, ce serait c'est ce combat contre le terrorisme qui devrait être une des valeurs. La France, je pense qu'évidemment, si on s'en fie à la vraie France, à la France populaire, hein, ne peut pas accepter cette France-là, évidemment, qu'on massacre au nom de quelque cause que ce soit, d'ailleurs, des gens. C'est le principe de cette liberté française. Mais après, quand ce monsieur nous explique ça, permettez-moi de douter, quelles sont ses valeurs? Quelles sont ses valeurs, hein, moi, je lui demanderais, hein, parce que ces valeurs, après, c'est les mêmes en Libye, là, quand on avait tué les 250 000, c'est les mêmes en Syrie, ce sont les mêmes valeurs, hein. Les Syriens ont-ils droit à la même considération que les 130 morts de Paris? The Paris attacks were an intelligence failure. It's crucial to get it right. Voilà, ça a été, évidemment, les attaques de Paris ont été un échec des services de renseignement. Est-ce qu'il n'est pas important d'y apporter des nouveaux éléments? Pensez-vous vraiment que l'échange de renseignements avec la Belgique et d'autres pays européens progresse? Même certains officiels français disent que ça ne progresse pas. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de polémiques avec le fait
que certains éléments qui ont été impliqués, comme on nous l'a dit dans la thèse officielle sur les attentats de Paris, étaient, semble-t-il, sur des fichiers aussi de police, sur la police belge, qui les avait classés aussi en voie de radicalisation, etc. Enfin, c'est ce qu'on nous a expliqué. C'est un point crucial. On sait bien que les services de renseignement sont là pour protéger leur pays. Et donc, c'est d'une certaine manière, sont jaloux de leurs prérogatives, de leurs compétences, des informations qu'ils ont. Nous avons une coopération de très grande qualité avec les services de renseignement britanniques, allemands, espagnols, italiens et belges. Mais il faut que les services d'information, les systèmes d'information au niveau européen fonctionnent beaucoup mieux. Que tous les individus qui sont recensés comme représentant une menace, qui sont dans la mouvance terroriste, soient fichés. Oui, alors ça, bon, cette phrase anodine, que tous les individus qui soient dans la mouvance terroriste soient fichés. Seulement, qu'est-ce qu'on va mettre à terme derrière le mot terroriste? Quelle est la définition juridique qu'on va pouvoir lui donner? C'est ça qui semble inquiétant, parce que derrière, on pourra mettre ce qu'on va appeler le complotisme, et on va appeler, je sais pas, et ceux qui vont mettre ce qu'ils vont appeler la désinformation. Quand une information sera contradictoire à la version officielle, vous pourrez être condamné, etc. Enfin, quel est l'avenir de cette mesure? Moi, je reste, je vous dis, j'émets beaucoup de doutes. Qu'ils fassent partie d'un seul et même système pour empêcher, en effet, le passage des frontières. Il y a... Même avec novembre, ça ne marche pas. Et je vais me rendre moi-même. Je vais me rendre moi-même en Belgique avec les ministres de l'Intérieur, de la Justice, avec nos services de renseignement pour rencontrer le Premier ministre belge. Le ministre de l'Intérieur français a pris de nombreuses initiatives avec ses homologues ministres de l'Intérieur pour faire en sorte que les choses avancent beaucoup plus vite. Mais regardez le temps qu'il a fallu pour convaincre les Européens et le Parlement européen concernant le PNR, c'est-à-dire le système d'information pour les vols. Donc ça veut bien dire que... Oui, évidemment, vous savez, le système d'information pour les vols, c'est une façon de savoir... faut le savoir, c'est un système qui existe déjà, qui est très utilisé aux États-Unis, qui est même obligatoire, et qui fait en sorte que bientôt, tous les Européens et le monde entier, les États-Unis seront informés lorsque vous ferez un déplacement en avion. Voilà, c'est aussi simple que ça. Nous avons besoin davantage d'intégration et que l'Europe se rende compte qu'elle est face à une menace majeure. Nous sommes... Voilà, vous allez l'entendre, encore, c'est pas fini, l'intégration européenne, évidemment, on vous parle à l'heure qu'on en parlait en première partie de l'effondrement de Schengen et des pays qui renoncent à laisser la libre circulation des frontières, et lui nous dit, mais tout ça c'est parce qu'il n'y a pas d'intégration européenne. Bah oui, parce qu'il faudrait un grand Manitou à Bruxelles qui puisse forcer chacun de tous les 28 États à faire exactement ce qu'on lui dit. Au pas et à l'œil, Marine au fourreur. Voilà. Nous sommes ici à Davos. Et dans la globalisation, de la mondialisation, avec ses aspects positifs, nous l'avons vu, nous voyons sur le plan économique, nous l'avons vu avec la réussite de la COP21, mais le terrorisme utilise aussi la mondialisation, les systèmes d'information, Internet pour mener cette guerre. Donc il faut que nous soyons à la hauteur de l'attaque qu'on nous mène. Et la France est en pointe et très déterminée. Oui, alors évidemment, il nous place Internet à vol, c'est la preuve avec Internet. C'est toujours Internet, ça vient d'Internet, c'est toujours... Voilà, là c'est terrorisme, il y a Internet qui est pas loin. Vous êtes limite, vous qui nous regardiez déjà, vous utilisez Internet, c'est déjà suspect. Donc voilà, Internet, donc c'est Internet qui propage le terrorisme, etc. Enfin, qu'on utilise pour propager le terrorisme. Je trouve un peu réducteur, à mon sens. Alors, question de la journaliste. Il y a une autre question concernant l'Europe, la crise des réfugiés. 2000 réfugiés continuent d'arriver chaque jour. Vous dites que la France ne peut pas en accueillir plus de 30 000. Où vont aller les autres? Bonne question, au demeurant. Nous ne pouvons pas dire, et nous ne pouvons pas accepter, que tous les réfugiés, que tous ceux qui fuient, c'est terrible, la guerre en Irak ou en Syrie, seront accueillis en Europe. Voilà, ce qui est contradictoire évidemment avec le fait de laisser les frontières ouvertes. C'est à la fois on nous dit
voyez, le double discours du politique qui est pris entre deux feux, parce que maintenant, il faut jouer les immigrationnistes, mais pas trop, parce que le peuple gronde. Et donc, on peut pas accueillir tout le monde. Comme on dit, on coupe la poire en deux. Oui, on va accueillir, mais pas tout le monde. Voilà. Alors, on se demande bien d'ailleurs comment on n'accueillerait pas tout le monde, dans la mesure où il n'y a même plus de frontières. Donc ça, c'est la première question. Sinon, nous allons... Fermer les frontières. Non, mais sinon, nos sociétés vont être totalement déstabilisées. Mais c'est pour ça que c'est long et difficile et que c'est une crise qui met en cause même le projet européen. Ça veut dire d'abord qu'il faut trouver des solutions en Syrie, en Irak. Ça, ouais. C'est intéressant de trouver des solutions en Syrie, en Irak. Après avoir semé le plus grand désordre, lui et ses amis euro-atlantistes et sionistes nous expliquent qu'il faut trouver une solution en Syrie, en Irak. Bah oui, la solution, elle est toute trouvée en Syrie, en Irak. Si on était dans un monde normal, vous savez, avec des pays normaux, on arrêterait de financer des groupes terroristes, et puis il n'y aurait plus de terrorisme en Syrie. Les Syriens pourraient régler leurs problèmes eux-mêmes, et il n'y aurait rien d'autre à faire, il n'y aurait pas à intervenir, il n'y aurait pas autant de morts. Donc c'est ça la solution en Irak et en Syrie. Le reste, c'est que de la littérature. Donc là, je veux dire, il est en train de nous enfumer sur ces sujets-là, mais la Syrie, l'Irak et toute la politique et la géopolitique internationale, il faut la comprendre sous l'aspect de la domination que veut exercer l'empire anglo-américain depuis maintenant, j'ai presque envie de dire plusieurs siècles, on va au moins dire 2 siècles si c'est pas 3, sur une domination totale sur le reste de la planète, tout simplement. Donc il faut... Ça va prendre du temps. Et ça va prendre du temps, et donc il faut détruire Daesh, il faut un processus politique, et là aussi ça va prendre du temps pour la Syrie. Et pour le moment, 2000 par jour, les réfugiés arrivent. Où devront Et c'est bien que les discussions aient commencé en Syrie. Il faut aider la Jordanie, le Liban et la Turquie. Il faut des hotspots, des centres d'accueil et d'enregistrement en Grèce et en Italie. Mais tout ça c'est pas des solutions, vous vous rendez compte quand même? C'est extraordinaire. Lui dit déjà, il répond pas à la question, puisqu'on lui demande où vont aller les gens, et il vous répond, non mais attendez, on va faire des hotspots... en Italie, en Grèce, mais de toute façon ils vont pas rester là-bas, puisqu'en plus tout ce cinéma va continuer, ces gens-là vont continuer à affluer vers le nord de l'Europe, vers l'Allemagne, etc. Quand tout ça va se tarir, quand évidemment les populations vont tellement mettre la pression à leurs dirigeants locaux que les Autrichiens, les Allemands vont devoir sévir sur la politique menée envers les migrants, et puis voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Ça n'est pas suffisant, donc il faut que l'Europe et les États membres soient beaucoup plus actifs pour qu'on puisse enregistrer les migrants et pour qu'on puisse dire ceux qui sont réfugiés, ceux qui ont le droit d'asile seront accueillis, pas les autres, et qu'ils soient les autres reconduits dans leur pays d'origine. Ouais, ça va être extrêmement compliqué, je pense, parce que donc 1 million de migrants qu'il va falloir ramener dans leur pays d'origine, et puis je trouve ça extraordinaire, la contradiction absolue, donc on va les accueillir, donc il faut créer, et puis c'est beaucoup du yaka faucon, avec l'Union Européenne, on sait comment ça fonctionne, il nous dit oui, il faut qu'il y ait plus d'activités européennes, mais on sait très bien que dans l'Union Européenne, tous les pays sont désunis sur cette question, on en a parlé juste avant, vous avez des pays qui veulent pas entendre parler, d'ailleurs, il y a d'autres pays aussi, puisque maintenant les migrants, semble-t-il, font des flux qui remontent vers la Finlande, j'ai entendu parler de flux même, qui étaient descendus par le nord de l'Europe, par la Norvège, etc., via, évidemment, je sais pas comment ils ont atterri dans le nord pour descendre du nord, ça reste un mystère. Mais en tout cas, ça démontre en tout cas que, de toute façon, le projet européen ne peut plus tenir, et paradoxalement, il ne tiendra pas à cause de cette situation, et on nous dit que, oui, on va renforcer les frontières, machin, etc. Enfin, c'est complètement contradictoire. Il faut enfin un contrôle aux frontières extérieures de l'Union européenne, car l'Europe a oublié qu'il fallait des frontières. Est-ce que les gens disent que l'espace Schengen est mort? Non. Vous croyez? L'espace Schengen, je vais dire les choses autrement, l'espace Schengen peut mourir. Ça, c'est intéressant, quand même. Vous voyez, on est passé quand même, en quelques années, de la question
tabou de sortir de l'Union européenne, à entendre quand même le Premier ministre nous dire l'espace Schengen peut mourir. Vous voyez à quel point le débat politique s'est quand même fortement déplacé en France, mais aussi dans toute l'Europe, hein, je veux dire, avec les mêmes conséquences partout. Le recul partout que l'idée européenne soit positive, et soit nécessaire, soit indispensable. Hein, les peuples on pourrait parler de retour sur soi, hein, mais moi je ne trouve pas ça négatif, c'est un retour sur soi, c'est comme une introspection, vous voyez, hein, vous allez puiser à l'intérieur de vous-même les forces pour mieux pouvoir affronter les problèmes. Et c'est exactement ce que fait l'individu à son échelle voilà, d'unité, et c'est exactement ce qu'on pourrait retranscrire à l'échelle d'une nation, hein, quand elle est confrontée à la même situation. Et là, pour le moment, évidemment, l'espace Schengen, il est en lambeaux, si j'ose dire. Peut mourir. Peut mourir, sinon. Est-ce qu'il est-il à point de mourir? Is Schengen, the passport-free zone, at the point of death? Non, c'est l'Europe qui peut mourir, pas l'espace Schengen. En plus, il est franc, il est tellement... Mais c'est quand même extraordinaire, c'est quand ils vont à la télé chez les Britanniques, hein, ils ont de la chance, nos amis britanniques, parce qu'au moins, quand ils voient nos dirigeants, ils ne leur mentent pas, à eux au moins. Et là, il nous dit clairement, mais l'Europe peut mourir, vous voyez ? Il fait le lien direct entre Union Européenne, Schengen, ce qui est normal, puisque Schengen étant un des piliers absolus, hein, de cette politique européenne, évidemment. Si l'Europe n'est pas capable de protéger ses frontières, c'est l'idée même d'Europe qui va être mise en cause. Donc, c'est pour ça que la création... Est-ce que ça, c'est la réalité maintenant? L'Europe est en... Oui, elle peut disparaître, bien sûr. Le projet européen, pas l'Europe en tant que telle. Ah, mais ça fait plaisir à entendre, monsieur Valls. Moi, je suis rassuré dans ce cas. Il nous dit l'Europe peut disparaître. Vous vous rendez compte, hein? Alors que quand vous avez des discussions avec des européistes, il y a encore quelques années, tous ces gens qui mais c'est non, ça l'Europe, machin. On en est au point où vous avez quand même le Premier ministre de la France qui vous dit mais l'Europe peut disparaître. Vous vous rendez compte à quel point on est avancé dans l'évolution du processus en fait qui est en place. Hein, c'est pour ça que moi je dis l'Europe a déjà disparu. Hein, mais c'est bien, c'est une franchise implacable. Hein, je vous dis, cette entrevue est absolument hyper intéressante du point de vue justement de la franchise, pour une fois qu'il nous dit la vérité. Il a pas peur d'annoncer aux Français la fin de l'Union Européenne. Visiblement aux Anglais, il n'a pas peur d'annoncer la fin de l'Union Européenne. Aux Français, hein, c'est autre chose. On préfère les enfumer. Pas nos valeurs, mais la conception que nous avions de l'Europe, que les pères fondateurs avaient de l'Europe, oui, est aujourd'hui en très grave danger. Ah ouais, les pères fondateurs, vous savez, c'est le founding fathers, hein, comme ils disent les Américains, hein, qui sont les pères fondateurs de la nation américaine. Hein, vous connaissez l'expression qu'on a évidemment substituée dans une espèce de mythologie européenne qui a été consacrée à partir des années 90 sur les pères fondateurs de l'Europe, hein, de quels ferait partie un certain Robert Schuman, un certain Jean Monnet, hein, et qu'on a appris depuis un certain nombre d'années que ces gens-là, grâce aux documents déclassifiés, hein, de la CIA et du travail de journalistes, entre autres comme Ambrose Evans Pritchard, hein, du Daily Telegraph, qui nous apprenait que ces fameux pères fondateurs étaient en fait des agents rémunérés par les Américains directement. On a même les sommes, et il n'y a pas que lui qui le dit, même Marie-France Garot, hein, une horrible complotiste encore, hein, qui le dit elle-même, hein, et qui l'explique très bien comment ces fameux pères fondateurs de l'Europe n'ont été que les valets en fait de l'empire atlantiste, hein, pour lequel ils travaillaient. Voilà les fameux Founding Fathers défendus par Valls. C'est pour ça qu'il faut des gardes-frontières, il faut un contrôle aux frontières. C'est complètement contradictoire. Alors, il n'y a plus de Schengen, mais il faut des gardes-frontières, des contrôles aux frontières. Ben, oubliez Schengen et l'Union Européenne, alors, monsieur Valls, faites tout sauter. Extérieur de l'Union Européenne, car parfois on a eu le sentiment que les frontières n'existaient pas. Non, les frontières, elles existent, donc... Ah ben, les frontières, elles existent. Ouais. Alors, c'est complètement contradictoire, il faudrait pas qu'elles existent, hein, puisque c'est le principe européen, puis finalement elles existent, puis il faut augmenter les gardes-frontières, puis il faut...
Mais en quoi c'est une politique européenne? C'est fini Schengen, dites-le alors, dites-le clairement, c'est un journaliste qui a raison, bah c'est terminé alors, c'est la mort de Schengen, faut le dire. Il faut protéger nos frontières, sinon Et pour- nous rétablirons, et nous l'avons fait, le contrôle aux frontières intérieures de l'Europe, et donc l'espace que représentait Schengen, en effet, sera mis en cause. Et si on met en cause l'espace, la libre circulation dans cet espace, c'est un des grands projets européens qui est en cause. Donc, Oui, bah évidemment, c'est un pilier, il a raison, tout à fait, c'est un pilier fondateur de ce projet européen. Et la remise en cause de l'espace Schengen, vous savez, qui est l'espace de libre circulation entre les États. D'ailleurs, Schengen, il y a des pays qui sont dans Schengen, qui ne sont pas dans l'Union européenne. Hein, on peut prendre le cas de la Suisse, qui est dans le traité de Schengen, ou de la Norvège aussi, de l'Islande, voilà, qui font partie du traité de Schengen, mais qui ne sont pas dans l'Union européenne. Voilà. Donc oui, mais Schengen étant effectivement un pilier central, puisque la libre circulation est le dogme, un des dogmes, vous savez, de cette religion européiste, et le dogme de cette religion nous impose donc de croire à cette abolition des frontières. Or, Valls nous dit précisément l'inverse, il faut augmenter les frontières, etc. Nous allons rétablir les contrôles aux frontières. Mais c'est complètement contradictoire, quoi. c'est pour ça que ce qui se joue est essentiel, et la France ne cessera de le dire, de prendre des initiatives pour trouver les bonnes solutions. Mais il y a urgence, il faut aller vite, il faut beaucoup de moyens mis pour protéger nos frontières, pour ces centres d'accueil et d'enregistrement en Grèce ou en Italie, et pour trouver des solutions au Levant, au Proche et au Moyen-Orient. Ouais, évidemment. Alors, il faut. Les Européens n'arrivent pas à se mettre d'accord. On a filé, on en parlait tout à l'heure, 3 milliards d'euros à Erdogan, à la Turquie, pour qu'elle maîtrise ses migrants. Ça n'arrête pas le flux. On nous dit qu'on va aider, soi-disant, les Grecs et les Italiens, parce que les Grecs, vous savez, ils n'ont plus de moyens. Le pays est fragile. On laisse tout le monde passer. Ils en ont plus rien à faire. Allez-y, allez-y. Ils vont de l'autre côté, ils arrivent en Macédoine, hop, les autorités s'arrangent pour les faire passer avec des trains qui arrivent en Serbie, on les fait passer en train, après on les fait passer en Slovénie, en Croatie, et puis ils arrivent en Autriche, et parfois ils atteignent l'Allemagne, même si l'Allemagne, c'est joue un petit peu le double jeu, puisqu'elle a rétabli elle-même sa frontière avec l'Autriche, de façon à aussi stopper et contrôler le flux des migrants. And it's for all these reasons that the number of people in Britain supporting an exit from the European Union. Face à toutes ces raisons, le nombre de personnes en Grande-Bretagne soutenant la sortie de l'Union européenne augmente. Il faut le savoir. C'est vrai que, comme je précisais tout à l'heure, effectivement, les Britanniques, dans l'essentiel, sont favorables à une sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Is growing. Does that worry you? Are you worried Britain may leave? Ah, est-ce que vous avez peur que la Grande-Bretagne sorte? Question intéressante. Moi, je crois qu'on a besoin de plus d'Europe et pas de moins d'Europe. Ah bah celle-là, on la connaît. Ça, c'est le discours européiste basique, j'ai envie de dire. Premier degré de l'européisme, toujours plus d'Europe. Voilà, on a toujours besoin de plus d'Europe. Ça fonctionne pas du tout, mais on a toujours besoin de plus d'Europe. On va toujours vers plus d'Europe. Ça fait 30 ans qu'on vous dit qu'il faut faire plus d'Europe. On fait toujours d'ailleurs plus d'Europe, puisque on abandonne en plus toutes nos souverainetés les unes après les autres à évidemment ces commissaires européens. Et est-ce que ça fonctionne mieux pour autant ? C'est ça la question qui devrait être posée. Est-ce que le fait que tous nos pouvoirs, tous nos espaces de souveraineté, nos espaces de direction politique dans des domaines militaires, financiers, économiques, politiques, culturels, etc., dans tous ces domaines-là, on a tout confié à l'Europe, le bilan, est-ce que ça fonctionne mieux? Est-ce que c'est mieux géré? Quels sont les résultats? Vous savez, l'Europe, c'est assez fascinant parce que c'est comme une entreprise gérée par des gens qui n'ont pas obligation de résultats et qui n'ont aucun compte à rendre. Voilà. Donc, évidemment, c'est très facile. Donc, il n'y a jamais de bilan. Si la solution, c'est chacun se replie sur soi, dans le monde dans lequel nous vivons, l'Europe perdra sa force et sa puissance. Mais c'est... L'Europe perdra sa force et sa puissance. Mais moi, je pense que l'Union européenne, oui, ça c'est sûr, mais les nations retrouveront le sens de leur nation, c'est-à-dire la France redeviendra la France, l'Allemagne redeviendra l'Allemagne,
Les Pays-Bas redeviendront les Pays-Bas, l'Espagne redeviendra l'Espagne, l'Italie redeviendra l'Italie, la Grèce redeviendra la Grèce, le Portugal redeviendra le Portugal, exactement, voilà, comme les choses, on les a laissées avant cette folie stupide, de cette fusion du continent. Donc finalement, ils nous expliquent que les pays vont se replier sur eux-mêmes, ils vont rien se replier du tout, ça c'est encore une chimère, vous savez, c'est encore une espèce de menace, vous savez, des européistes constants, oh, le repli sur soi-même, la France qui va sortir de l'Union Européenne deviendrait la Corée du Nord. Non, la France qui sortirait de l'Union Européenne, elle redeviendrait la France, elle redeviendrait ce qu'elle était, ce qu'elle a toujours été. Hein. C'était une grande fille pendant 2000 ans qui n'avait pas besoin d'être dans l'Union Européenne. Alors je suis désolé, on peut quand même se gérer tout seul. Et les pays ne se replieront pas sur eux-mêmes. La Norvège n'est pas repliée sur elle-même et elle ne fait pas partie de l'Union Européenne. La Suisse n'est pas repliée sur elle-même et elle ne fait pas partie de l'Union Européenne. Par contre, les Suisses exercent leurs droits souverains. Voilà. Les Norvégiens exercent leurs droits souverains. Et les Français devraient faire de même. Et les Britanniques, d'ailleurs, se posent la question. Et ils ont bien raison. C'est vrai que nous assistons à la montée des populismes, au rejet de l'Europe, au rejet de l'autre, c'est-à-dire... Voilà, alors la montée des populismes, populisme, un mot qu'il faudrait aussi décrypter à lui tout seul, puisque les populistes, vous savez, on accuse les gens de populisme, hein, ce sont les gens qui prennent parti pour le peuple, donc en fait, prendre parti pour le peuple, ça fait de vous un populiste, c'est pas mal, tu vois, dans l'expression, parce que finalement, cette oligarchie qui a pris le pouvoir, tous les gens qui prennent parti pour le peuple, se sont devenus des populistes, c'est-à-dire un gros mot. Hein, c'est un gros mot, c'est pas bien de prendre parti pour le peuple. Du musulman, de l'immigré, et au repli dans les pays. Voilà, le musulman, immigré, évidemment. Ah, c'est quand même le mec qui nous a dit qu'il y a des centaines de milliers de jeunes radicalisés, etc., ou en voie de radicalisation, machin, chez les musulmans. C'est le monsieur qui était, quand il était maire d'Evry, mets-moi plus de white, de blancos, etc., qui vient nous expliquer des histoires de stigmatisation. C'est un mouvement qui me paraît contraire à l'histoire, mais que je constate cependant. C'est pour ça qu'il faut une Europe plus efficace et qui prennent conscience que l'histoire, elle est tragique. Elle peut être... un mouvement qui paraît contraire à l'histoire, non. Moi, là, je suis en désaccord, évidemment, avec lui. Pour moi, c'est un mouvement qui est en conformité avec l'histoire. C'est tragique. Mais moi, j'espère que les Britanniques feront le choix de rester dans l'Union Européenne. Pourquoi? Parce que la Grande-Bretagne est un grand pays, c'est un ami allié. La Grande-Bretagne, c'est un grand pays, c'est un ami allié. Oui, enfin, conformément à l'histoire, mon cher monsieur Valls, il faut préciser quand même que la Grande-Bretagne et la France, c'est pas non plus le plus grand des mariages. Ce n'est pas non plus la panacée dans les rapports. Ça a été une concurrence féroce, une guerre sans fin d'héritage et de concession, la guerre de 100 ans, hein, les guerres entre les Plantagenets et les rois de France, les guerres ensuite hein, jusqu'aux guerres napoléoniennes, les guerres évidemment dans les colonies, en particulier en Amérique du Nord, hein, où la Grande-Bretagne va chasser la France d'Amérique du Nord, puisque nous étions arrivés bien avant eux là-bas, il faut le savoir. Et donc... Voilà la réalité, donc, plutôt. Donc moi, je trouve qu'il y a plutôt une conformité avec l'histoire. Vous allez faire? Est-ce que vous pensez que la Grande-Bretagne demande trop? Is Britain asking too much to stay? Non, Many others say that. Les discussions sont engagées. Mais what are you willing to do? La France. Est-ce que vous êtes prêt à faire les concessions que demande David Cameron? Eh oui, c'est une question intéressante, d'autant plus que David Cameron, il demande des concessions que... visiblement, de toute façon, ils ne peuvent pas accepter. Donc, je ne sais pas à quoi il joue lui aussi, si il est véritablement partisan de ce référendum, est-ce qu'il met la pression par rapport à son opinion publique, qui est, on le sait, voilà, comme elle a expliqué juste avant, qui a envie vraiment de sortir hein, de cette Union Européenne. Est-ce que, finalement, David Cameron, est-ce qu'il cède, j'ai envie de dire, à cette opinion publique, ou est-ce qu'il a véritablement envie de sortir de l'Union Européenne? L'avenir nous le dira. On veut faciliter la recherche d'un accord. Et parce que nous sommes conscients... C'est nécessaire. C'est nécessaire parce que la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union Européenne serait une mauvaise chose pour l'Europe, du point de vue de l'histoire, une mauvaise chose dans la relation entre la France et la Grande-Bretagne. Ah bon? Une mauvaise chose dans l'histoire de la relation entre la France et la Grande-Bretagne? Ah bon? Ouais, un petit air d'étonnement d'ailleurs, parce que bon, hein, on connaît nos rapports assez tumultueux entre la France et nos amis anglais, hein. Si je peux mettre encore le mot d'ami devant, mais bon, on a quand même eu
une histoire assez trouble, hein, assez tumultueuse. Et oui, donc, il faudra peut-être réviser ces classiques, monsieur Valls, entre l'histoire de France et la Grande-Bretagne. Nous sommes des pays alliés. Et ça serait une mauvaise chose aussi pour les Britanniques, pour leur puissance financière, pour la City. Donc c'est très important que la Grande-Bretagne reste, pour des raisons historiques même, dans l'Union européenne. Oui, enfin pour des raisons historiques, la Grande-Bretagne est rentrée, je crois, en 73, hein, si je ne dis pas de bêtises. Elle n'était, la Grande-Bretagne, de Gaulle n'en voulait pas dans l'Union européenne, donc historiquement, elle n'y était pas. Les Britanniques, faut rappeler à M. Valls, ne sont pas dans l'euro. Les Britanniques ne sont pas dans Schengen. Les Britanniques ne sont pas dans la Charte fondamentale. Les Britanniques ont fait tous les traités à la... comment dire, à la carte, hein, c'est-à-dire que on a pris, bon bah ça nous plaît, ça c'est pas mal, bah ça on n'aime pas, ça j'aime bien, oui ça peut-être, ça voilà. Ils ont fait une Europe, ils ont pris ce qui leur plaisait dans l'Europe, aujourd'hui ça leur plaît plus, ils s'en vont. Et c'est assez, moi j'admire un peu quand même hein, le sens de ce peuple qui choisit, machin, puis on n'est pas content, puis on s'en va. Hein, et puis au moins ils ne sont pas laissés imposer, vous savez que même en Grande-Bretagne, vous ne verrez pas de drapeau européen, c'est interdit. Voilà, on est tranquille là-dessus. Évidemment, la discussion doit se faire. J'espère qu'au mois de février, nous pourrons aboutir. Ça ne peut pas se faire dans n'importe quelle condition. Un compromis, c'est un compromis. Il faut avancer de part et d'autre. Oui, un compromis. Alors, ils ont essayé de trouver effectivement un compromis avec David Cameron concernant les allocations, concernant la liberté de circulation, mais comme David Cameron veut que cette mesure ne s'applique pas seulement aux simples migrants, mais aussi aux ressortissants de l'Union européenne, et évidemment, pour qu'ils puissent appliquer ces mesures, soit les pays acceptent, soit il le sort parce que, évidemment, c'est contraire aux traités européens. Dans cette crise actuelle, est-ce que vous blâmez la chancelière allemande d'avoir accueilli les bras ouverts tous ces réfugiés? Oui. L'Allemagne est confrontée à un défi majeur. Il faut aider l'Allemagne. Mais le premier message qu'il faut faire passer maintenant et avec la plus grande fermeté, c'est de dire que nous n'accueillerons pas tous les réfugiés en Europe. Parce qu'un message qui consiste à dire « venez, vous serez accueillis », provoque des mouvements majeurs. Aujourd'hui, quand on parle en Europe, quelques secondes après, c'est surtout les smartphones dans les camps de réfugiés autour de la Libye. Non, moi je ne dirais jamais ça. Bah, je ne dirais jamais ça, mais bon, c'est la réalité aussi que c'est pas sa faute, évidemment, complètement. Mais elle a participé, elle, avec son projet d'avoir voulu accueillir les migrants en lançant un appel, sans avoir d'ailleurs le soutien ni de sa majorité, ni de son propre gouvernement, puisqu'il y a eu des critiques internes de ses ministres qui sont défilés à la télévision allemande pour exprimer leur désaccord avec cette mesure. Certains ont même parlé, dans le ministère de l'Intérieur, d'un suicide de l'Allemagne. C'est quand même un terme assez fort. Angela Merkel a eu du courage. Angela Merkel a expliqué pourquoi elle voulait accueillir les réfugiés ou non. Ah oui, au nom de ses valeurs, on sait, mais c'est pas les valeurs à chaque fois, c'est quand même extraordinaire. Si vous avez entendu ce discours d'Angela Merkel qui évidemment dit qu'elle veut que l'Allemagne va accueillir les immigrants, évidemment, ne nous leurrons pas. Le lien est établi entre la Shoah, les migrants, et les migrants, on va dire, les déportés de la Seconde Guerre mondiale, les migrants seraient les nouveaux déportés, et l'Allemagne aurait une mission de repentance, en fait, à accomplir pour se racheter de ces crimes commis. C'est ça les valeurs que développe Angela Merkel, et c'est comme ça qu'on leur a vendu aux Allemands, encore sous l'autel de l'émotion, de la culpabilité, de la repentance, vous savez, de tous ces sentiments pour vous faire abjurer. Ah oui, d'accord, j'avoue, j'aime bien les migrants, mais vous n'avez pas le choix, vous étiez des nazis il y a 40 ans. Voilà, c'est comme ça qu'on fait passer le message dans l'opinion publique allemande. Des valeurs, mais aussi parce que l'Allemagne avait besoin de ces réfugiés. Mais on voit bien après les incidents de Cologne, on voit bien qu'avec le flux continu, l'Allemagne, et pas seulement, je pense aux pays du nord de l'Europe, je pense à l'Autriche, je pense aux pays des Balkans, sont confrontés à cet afflux. C'est pour ça qu'il faut trouver des solutions concrètes à nos frontières.
Oui, voilà, c'est bien gentil, mais bon, ces pays-là, les solutions, ils ont trouvé, ils n'ont pas attendu Valls, ils ont fermé les frontières. Voilà, c'est ça la réalité. Je suis désolé, mais c'est dans les faits, le Danemark, l'Autriche, l'Allemagne ou la Suède, ils ont fermé leurs frontières. Voilà la réalité. Alors, la France, il y a une autre bataille dans le soi-disant État islamique. La France est engagée dans cette bataille. Quelle est la prochaine priorité? La Libye. C'est assez étonnant. There's another battle against the so-called Islamic State. France is in this battle. What's the next priority? Libya? Le front est large. Le front est large, oui, il a fait une tête, c'est marrant. Oui, le front est large, oui. Non, parce que Manuel Valls, lui, c'est bien pire que Bush. Bush, dans sa guerre contre le terrorisme, regardez vers le Moyen-Orient. Valls, lui, regarde le monde. On nous dit, c'est partout, c'est en Afrique, c'est en Asie, en Amérique du Sud, aux Antilles, en machin, je vous dis, à l'île Crozet, à Sainte-Hélène. On va aller partout. Syrie, Irak sont les priorités. L'Afrique, il faut bien évidemment aider parce qu'elle est ciblée par différentes formes de terrorisme, AQMI, Daesh, Boko Haram. Donc, oui, que des formes de terrorisme, au passage, qui ont été complètement débunkées comme étant, comme beaucoup de formes de terrorisme, contrairement à ce que dit M. Rudi Redstadt, qui n'amène d'ailleurs aucune preuve, lui, de ce qu'il annonce non plus. Je ne vois pas pourquoi moi j'amènerai les preuves aussi, puisque lui non plus ne les amène pas, mais s'il veut faire une bataille, il est le bienvenu. Oui, on confirme que ces groupes-là sont bien financés et sont bien liés à des services de renseignement. Pour M. Rudi Redstadt, vous savez, il y a quelque temps, au Cameroun, des soldats français se sont fait arrêter par l'armée camerounaise. Ça n'a pas fait grand bruit, évidemment, ici, vous en doutez bien, alors que même ces gens-là étaient en train d'encadrer des terroristes de Boko Haram. La France s'est fait prendre la main dans le sac au Nigeria avec un avion sous fausse immatriculation russe qui transportait des armes avec du personnel militaire français à bord qui livrait des armes à destination de Boko Haram. Voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui en France. On voit bien que le cœur de l'Afrique est touché par le terrorisme. C'est une priorité pour la France, mais l'Afrique. Ça doit être une priorité pour la France, oui. Ça doit être une priorité pour l'Europe, parce que notre destin se joue en grande partie en Afrique, qui est un continent extraordinaire. C'est marrant, notre destin se joue en Afrique. Oui, enfin, elle précise, c'est important l'Afrique pour la France, évidemment, donc compte tenu des intérêts et des liens qui unissent évidemment nos deux pays, nos deux régions, on va dire la France et toutes les anciennes colonies de la France-Afrique, puisque c'est comme ça qu'on les surnomme. Donc c'est un peu ironique même quelque part quand on dit mais c'est important l'Afrique pour la France, et lui nous répond que tout notre avenir se joue là-bas. Ce qui est quand même assez étonnant comme réponse, oui, je veux bien comprendre, l'avenir de la France se joue en Afrique, d'accord. Par sa richesse, par sa démographie, faire? par sa croissance. Pour le moment, en Libye, c'est faire en sorte qu'il y ait un gouvernement légitime, reconnu. C'est tout le sens des négociations. Les choses avancent plutôt bien, mais il faut qu'il y ait déjà un gouvernement. Il y avait un gouvernement, on l'a renversé, on a mis des bandes de brigands, et puis maintenant, on a des gens qui nous expliquent qu'il faut remettre un gouvernement. C'est quand même extraordinaire, vous savez, le mensonge politique, à ce point-là, c'est quand même extraordinaire. Et puis ils iront toujours se cacher en disant c'est pas moi, parce qu'évidemment Valls, quand on va l'interpeller, comme quand il se fait interpeller sur un tableau de télévision par un entre guillemets simple citoyen, il va se disculper. De toute façon, il pourra toujours dire c'est Sarkozy, c'est pas moi. Vous savez, la gauche ils sont fantastiques pour ça. Dès que vous leur posez une question sur pourquoi vous avez fait ça, ils vous répondent mais vous, quand vous étiez au pouvoir, vous avez fait ça. Voilà, c'est tout ce qu'ils ont comme réponse à la bouche. Ça ne réglera pas tous les problèmes, mais c'est une condition pour qu'ensuite des pays prennent leurs responsabilités. L'Italie se dit prête à prendre ses responsabilités. Ce qui ne veut rien dire, vous savez, alors là, c'est un peu comme disait Franck Lepage, c'est vraiment à l'AIUS, prendre ses responsabilités. Qu'est-ce que ça veut dire? Décryptez-moi, oui, prendre ses responsabilités, quoi? Ils vont envoyer des matelas, oui, ils vont contribuer. Non, je ne comprends pas ce que ça veut dire. En Libye, parce qu'en effet, il faudra aider les autorités libyennes à se doter des moyens militaires pour combattre le terrorisme et tous les groupes qui veulent participer de la dislocation de la Libye. Et la France est prête à aider dans ce sens.
Ah bah, je croyais qu'elle avait aidé la France. Ah bah c'est vrai, oui, elle a aidé en bombardant et en installant ces groupes. C'est quand même extra. Maintenant, on nous explique, ah bon, bah la France va aider pour combattre les groupes qu'elle a installés. C'est quand même, vous ne trouvez pas que le raisonnement est vraiment plus qu'alambiqué, plus que tordu? Là, on tord le bras à toute forme de logique, toute forme de cohérence. Quand même, le raisonnement politique, là, c'est quand même extraordinaire. Vous avez un homme, le Premier ministre de la France, qui, après avoir pris les décisions de bombarder et de détruire un gouvernement légitime en place, et que la destruction de ce gouvernement entraîne la prise de pouvoir par des groupes armés, on nous dit ah bah, maintenant il faut détruire ces groupes armés, que c'est nous-mêmes qui les avions installés. C'est quand même extraordinaire. Mais il faut d'abord une solution libyenne et que les pays voisins, je pense à l'Égypte qui est très directement concernée, mais à l'Italie, je viens de le dire, puissent prendre aussi pleinement leurs responsabilités. Avec les bombardements aussi, with bombing, French bombing. Oui, French bombing. Je l'aime bien, la journaliste, quand même. Avec des bombardements, elle lui dit bah oui, tout naturellement, bah oui, parce que c'est quoi la méthode pour reprendre? C'est quoi, à part envoyer des troupes, c'est quoi? Et, bien sûr, sa question est très logique. C'est quoi? C'est avec des bombardements? Bombing raids into Libya? Mais c'est très compliqué dans l'état où est est nécessaire? la Is it Libye. necessary? The British are talking about it, or À un thinking about moment, it. à un moment, et de toute façon, mais ce n'est pas forcément la France qui le fera. La France est déjà très engagée. Mais sur c'est une d'autres guerre, fronts. vous dites que c'est une guerre, vous voulez éliminer, you said you want Donc, to mais eliminate. c'est pour ça. J'aime beaucoup les journalistes qui les reprend. Bah oui, parce qu'il lui dit, bah oui, vous allez quoi, faire la guerre? Bah oui, parce qu'il lui a quand même dit avant, je vous rappelle, impitoyable, c'est la guerre, je vais éliminer. Les mots ont un sens, hein, quand aussi les mots ont un sens. Hein, donc les mots ont un sens, elle le reprend, bah vous avez dit que vous allez éliminer Daesh. Alors comment tu vas faire en Libye? Tu vas leur balancer des bombes dessus, puisque tu veux les éliminer. À un moment donné, vous voyez, elle lui montre l'incohérence, elle pointe justement cette incohérence dans son discours en disant bah, tu dis que tu vas les éliminer, elle te dit bah tu vas balancer des bombes, et là il te dit oh là bah non mais la France on va pas bah, tu vas faire quoi? Tu vas rien faire, c'est de la littérature, voilà. Il faut toujours aider les gouvernements en place, c'est ce que nous faisons en Irak, à régler eux-mêmes leurs problèmes. Parce que... Bah oui, mais en Libye, le problème, c'est qu'il n'y a pas de gouvernement, il vient de le dire. Vous voyez comment la réponse encore... Hein, vous voyez comment on répond toujours à côté d'une question. Quand on est gêné par la réponse à une question. On voit bien que les interventions de l'extérieur, par bombardement ou au sol, si elles ne s'appuient pas sur les autorités légitimes et sur des troupes en Irak ou demain en Libye, nous ne réglerons pas les problèmes. Et la France, je vous le rappelle, est déjà engagée puisque nous sommes au nord du Tchad, du Mali et du Sahel. Nous avons des moyens, une opération militaire, des centaines d'hommes qui sont sur place pour protéger les frontières du nord de ces trois pays qui sont très directement concernés par ce qui se passe en Libye. Ah bah oui, après avoir mis un bazar incontrôlable en Libye, évidemment tout ça a débordé sur l'Afrique et a été le prétexte à plusieurs interventions de la France au Mali, en Centrafrique, la France étant déjà très présente dans les autres pays via des bases militaires en Côte d'Ivoire, au Gabon, hein, très présente au Cameroun, également présente au Sénégal et dans d'autres pays. Donc voilà, nous nous étendons, nous avons les... Comment dire? Ah, il y a eu un problème visiblement. Ah. Ouais, il y a eu un petit souci. Bon, ben, c'est dommage. Ça va repartir, je pense. Ouais, ça a débranché le truc. Bon, bah, écoute, on va attendre que tout reparte. Hein. C'est les aléas du direct. Vous voyez, c'est ça, c'est de faire les choses sans parachute. C'est comme, voilà, c'est ça le live on direct. En tout cas, bah voilà, le problème de Manuel Valls, hein, on l'a bien compris, c'est qu'il y a un véritable double discours dans le double discours en plus, puisqu'on voit que hein, il s'exprime assez de façon très franche en fait avec la télévision britannique, hein, ce qui ne privilège que nous autres Français n'avons pas le droit d'avoir dans nos propres médias lorsque nous invitons les hommes politiques de ce calibre qui là se rétractent, hein, parce qu'il faut le savoir que effectivement cette entrevue en fait a pour le moins, je vous le disais en introduction,
fait un rétro-pédalage total hein, de la part du Premier ministre lui-même, qui, évidemment, n'a pas voulu acquiescer, n'a pas voulu, on va dire, assumer les propos qu'il a tenus lors de cette entrevue. Hein, vous voyez bien que la teneur des propos est vraiment dense, et il se lâche complètement, hein, on peut dire, on peut vraiment dire ça. Voilà, donc là, ça va revenir tout doucement. Je pense que, voilà, on a le truc. Je vais remettre tout ça en place et on va reprendre où est-ce qu'on en était. Évidemment, c'est là que je trouve plus... Parce que... Pourquoi il n'y a plus la vidéo. Ben voilà. D'accord. Ok. Bon, bah écoutez, il y a un petit problème de vidéo. Oui, bah ouais, j'ai plus la vidéo sur le truc comme ça à planter. Visiblement, il l'a mise de côté. Alors attendez, je vais essayer de voir s'il y a quelque chose, mais visiblement... Ouais, non, elle y est plus. Ok, d'accord. Bon, bah la vidéo est disparue. C'est du Valls en direct. Bon, bah voilà. Comment se faire censurer la fin d'une émission en direct. Bon, bah c'est dommage parce qu'il restait encore 1 minute, je crois, de... Voilà, bon, c'est pas grave, hein, tant pis. Ça nous donne l'occasion de transiter sur la fin. De toute façon, il reste en plus, on n'a même pas fait de deuxième pause, donc c'est pas grave. On va finir un petit jusqu'à la fin, comme ça, on va pas faire d'autres pauses. Pas mal de questions. Voilà, il y a pas mal de questions, je vais justement aller me connecter pour les prendre. Bon, bah c'est un peu dommage, il y a plus le truc qui a disparu. Voilà. Alors, je vais aller sur la connexion. Alors, il y a eu un petit bug, hein, c'est pour ça l'ordinateur a planté. Donc, voilà, je vais aller me connecter pour répondre à vos questions, voir un peu qu'est-ce qui se dit, mais qu'est-ce qui se dit. Voilà, c'est les services secrets, effectivement, voilà, il y a eu du troll en direct. Non, mais en plus, la vidéo a disparu de l'ordinateur, en plus, c'est compliqué, il faut que j'aille la rechercher. Bon, c'est dommage, j'ai resté une petite minute en plus de cette vidéo, de toute façon, que vous pouvez retrouver sur notre compte YouTube, on la remettra en ligne. Et puis, voilà, merci à Meta TV International pour la traduction assez rapide en plus de l'émission. Voilà, alors, je vais aller voir un petit peu ce que vous me dites. Alors, pourquoi ne pas retirer la nationalité à Valls, espagnol naturalisé en 82 et éternellement attaché à... C'est une bonne question, mon cher, une très très bonne question. Moi aussi, je pose effectivement pourquoi ne pas lui retirer à lui la nationalité, parce que quand on est Premier ministre de la France et qu'on est attaché éternellement à une puissance étrangère, on peut se demander quelle légitimité il a effectivement à gouverner le pays. Oui, la question se pose en tout cas. Voilà. Alors, bon, il y en a qui ont répondu, je vois, au sujet de Baraka City, ils demandent la libération de Moussa avant tout parce que c'est leur collègue et que ce sont une centaine d'adhérents. Cela n'empêche pas de venir en aide à des personnes de toutes origines et de religions différentes. Bon, bah voilà, si on posait la question tout à l'heure sur le communautarisme, voilà, oui, effectivement, bon, bah voilà, ça se tient. Mais bon, il y a quand même un fond de communautarisme, j'ai l'impression, à mon sens, mais peut-être c'est un préjugé, mais j'ai le sentiment quand même que je me trompe pas. On me dit, concernant le parcours familial et politique de Valls, il serait un mauvais politicien, opportuniste, menteur, sans morale, ni scrupule. Il aurait également un penchant pour la bipolarité, étant de gauche mais avec des actes de droite, socialiste mais issu d'une grande famille riche, catalane, pro-palestinien et ensuite pro-israélien. Quel est ton avis à ce sujet? Bah oui, évidemment, bah, ça me paraît être effectivement un opportuniste. Ce que j'en sais de personnes qui ont travaillé avec lui lorsqu'il était maire d'Évry, c'est que visiblement ce serait quelqu'un
d'imbuvable, hein, attention, c'est un dictateur total, hein, qui insulterait les gens, qui serait, vous savez, terrible, etc. hein. Donc Valls, c'est peut-être pas la meilleure des fréquentations, si j'ose dire. Hein, c'est clair. Alors on me dit concernant la déchéance de nationalité, nous savons que concernant le terrorisme, cette règle est et sera inefficace. Je pense plutôt que face à la montée du ras-le-bol général et une volonté de plus en plus grande de changer radicalement les choses, et que si un jour ça doit bouger, ce sera un moyen de dissuader les habitants des quartiers populaires d'y participer. Bref, je vois ça comme un moyen de tenir tranquille les personnes concernées par cette loi, une partie de la population française. Bref, qu'en pensez-vous, elle enfoirée? Bah oui, ce que j'en pense, c'est que je suis entièrement d'accord, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on va commencer par qualifier de terrorisme, et puis peut-être très vite on arrivera à d'autres travers juridiques voilà, qu'on pourra faire rentrer dans cette loi au fur et à mesure. Et quelque part, oui, cette analyse qui consistera à penser que cette loi va gentiment mettre les personnes de double nationalité un peu, bon bah calmez-vous, c'est pas à vous de parler ou de s'exprimer, hein, ou de faire, de revendiquer quoi que ce soit. Évidemment, ça va être une sacrée arme. Moi, je le vois aussi un peu dans cet esprit-là. Et en plus, évidemment, ça n'a aucune efficacité, aucune, évidemment, sur les terroristes eux-mêmes. Ce qui est d'autant plus marrant, puisque quand on parle, par exemple, Mohamed Merah, hein, qui est jugé aussi comme étant un terroriste, hein, bah, Mohamed Merah, vous savez, il n'avait que la nationalité française, et quand on a souhaité transporter son corps vers l'Algérie pour l'enterrement, les autorités algériennes ont refusé en disant « mais c'est un Français, nous on n'en veut pas ». C'est quand même assez extraordinaire, donc la déchéance de nationalité, oui. On me dit, tu as entendu parler du printemps français? Bah, j'en ai entendu parler il y a longtemps, peut-être qu'on ne parle pas de la même chose, mais c'était le mouvement avec Béatrice Bourges, etc. Quoi. Donc c'est là que j'ai entendu parler de ce mouvement du printemps français. Je ne sais pas si on parle du même mouvement. Alors, Valls parle de mettre un contrôle aux frontières extrêmes de l'Europe. Est-ce vraiment réalisable? Non, je ne le pense pas. Je pense que ce qu'il nous a dit est un gloubi-boulga, hein, c'est du galimatia de raisonnements qui sont biaisés, puisqu'on nous dit à la fois il faut garder Schengen, mais il faut mettre des frontières, mais il faut mettre des gardes-frontières, mais attention, c'est les frontières, c'est le pilier de l'Europe. C'est quelque chose, vous voyez, qui n'est pas cohérent, logique, hein, dans le raisonnement, parce qu'on ne pourra pas à la fois conserver, on va dire, le traité de Schengen en l'état, et à la fois comment dire, à la fois réimposer les frontières. C'est aussi simple que ça. Et lui, quand il nous dit effectivement on va réimposer des frontières à l'extérieur de l'Europe, c'est-à-dire on va demander aux États qui ont des frontières à l'extérieur de l'Europe, en particulier la Grèce et l'Italie, puisque c'est par là qu'arrive l'essentiel des migrants, pour l'instant, parce que c'est ça qui est quand même assez saisissant, ça vous dire, ouais, il faut aider la Grèce et l'Italie, d'accord, mais une fois que vous aurez aidé la Grèce et l'Italie, vous aurez mis des militaires partout à leurs frontières, vous allez voir qu'ils vont arriver partout, ils vont arriver, ça va être par l'Espagne, puis après on va vous dire par la Russie, puis par la Roumanie, puis par machin, etc. Il y aura d'autres filières. Non, il y a vraiment un gros problème, et ça ne va pas se régler comme ça. Voilà, alors, on me dit, penses-tu inviter justement Philippe Pasco en juin? Oui, il est prévu, mon cher Gache, c'est programmé, alors c'est pas encore dans le programme, mais c'est bientôt. Voilà, je me rappelle plus la date, je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est programmé. Alors, on me demande, je possède une question posée, qu'en est-il du clash entre Stan Mayo et Wanted Pedo, si tu as des infos? Non, j'ai pas d'infos, et puis franchement, ça m'intéresse pas du tout. Dans la mesure où je pense que s'il y a des problèmes entre ces deux personnes, ou cette personne et cette entité, c'est à eux de régler leurs affaires, c'est pas à nous de rentrer dedans. Et puis si Wanted Pedo veut s'exprimer là-dessus, c'est à eux de le faire, et c'est certainement pas à moi, donc non, je rentrerai pas dans ce clash. Voilà, à propos de Wanted Pedo, d'ailleurs, ils font une manifestation le 8 avril 2016, donc devant le Sénat et devant le tribunal de Bobigny. Voilà, donc bon, voilà, je vous en dirai plus une autre fois aussi, je vous le rappellerai, ce sera le 8 avril 2016. Voilà, donc il y a un membre de Wanted Pedo qui est en procès contre l'ex-juge Rosenweg. Voilà, donc c'est pour ça que ça
Là, en ce moment, les procès, puis moi-même, vous savez, je vous rappelle, je serai en procès aussi, bientôt à la fin du mois de mars. Voilà, on retrouverait aussi devant les assises, parce que je suis un horrible conspirationniste négationniste. Voilà. Alors, on me dit, que penses-tu du référendum au Royaume-Uni sur la sortie de l'euro et du revirement de David Cameron? Ah bah, moi, ce que je pense, sincèrement, que David Cameron, c'est ce que je disais tout à l'heure, je m'interroge sur quelle est son intention. Il a la pression de son gouvernement, il a la pression de son opinion publique, il a la pression de tout le monde politique, parce que vous savez que cette rébellion qui a été menée par Nigel Farage, hein, qui est le porte-voix, le porte-parole de cet anti-unionisme très profond, hein, en Angleterre, et David Cameron a cédé à ce qu'on lui a demandé, c'est-à-dire vous allez faire un référendum, et tout le monde a demandé oui, nous voulons un référendum, et y compris dans son propre gouvernement, y compris dans son parti, y compris, voilà, donc l'opinion publique, tout le monde a dit on veut un référendum. Donc David Cameron a été un peu devant l'évidence, hein, sur cette question. Maintenant, est-ce qu'il va aller au bout de la logique? Je ne sais pas. Moi, en tout cas, voir l'Angleterre quitter l'Union européenne, c'est que pour me satisfaire, parce que c'est le début d'un processus, hein, comme Valls nous le disait, hein, nous sommes en danger de mort, hein, voilà, ça lui fait extrêmement peur, ce qui peut se passer, et l'Europe, hein, est en voie de délitement, et il y a une possibilité évidemment que tout ça s'effondre, hein, voilà. Comme, vous voyez, quand il y a un Premier ministre qui vous le dit, hein, voilà, là on le croit, quand ce sont évidemment de pauvres complotistes comme nous, ce sont que de paroles vaines. Mais voilà, il ne dit pas la même autre chose d'ailleurs que ceux qu'on traite de complotistes. Vous voyez, même un François Asselineau, il dit pas autre chose que ce que dit Valls. L'Europe va mourir, hein, voilà. Alors il dit si on fait rien, Asselineau il dit non, ne faisons rien pour que ça meure, évidemment, pour que ça meure, c'est sûr. Voilà. Alors, on me dit quoi? Prochain Tebounkage, Taubira chez Ruquier ce samedi soir. Pourquoi pas? Christiane Taubira, c'est quelqu'un que moi j'apprécie beaucoup, à titre personnel, pour sa joute verbale. Vous savez, c'est quelqu'un qui a une verve incroyable, qui manie le verbe avec une éloquence et j'ai envie de dire, presque une prose poétique, et elle nous fait des discours endiablés. On se souviendra évidemment, ces répliques à l'Assemblée. Elle va peut-être manquer même aux députés de droite, tellement, hein, vous savez, elle les a trucidés en place publique, si j'ose dire, chacune de ces apparitions. Donc, je respecte beaucoup la femme, en fait, hein, à titre personnel, justement, pour ses qualités. Évidemment, je ne suis pas en accord, hein, avec le programme qu'elle a mené. Ça, c'est un peu plus différent, plus polémique, on va dire. Et oui, sur cet aspect-là, je ne suis pas du tout en accord avec le programme que Christiane Taubira a appliqué dans son passage au gouvernement, qui était complètement voulu, puisqu'on voit bien que Hollande a placé un atout-maître, hein, puisque c'était quand même l'atout de ce gouvernement, la personnalité de gauche, hein, vous savez que c'était un peu, en plus, la ministre en roue libre, hein, c'était la seule qui pouvait ouvrir et critiquer Manuel Valls sans qu'on lui dise qu'elle allait perdre son poste le lendemain, parce qu'elle était très indispensable au processus, et très indispensable dans cette équipe, hein, de François Hollande. Hein, je ne sais pas d'ailleurs qui va remplacer Christiane Taubira, mais en tout cas, on sentait bien qu'elle était de liberté de parole. C'était presque devenu gênant politiquement d'avoir une ministre qui se permet de critiquer une loi, alors même cette loi n'est pas votée, donc qui donne son avis, etc. C'était quand même assez inquiétant pour Hollande, hein. Je pense que Christiane Taubira, si on analyse son parcours politique, on sait, pour ceux qui ont moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais 2002, 21 avril, ça va rappeler des souvenirs à certains. Je rappelle, c'est quand Jospin avait été éliminé, hein, du second tour de la présidentielle, et on s'était retrouvé avec un duo Jacques Chirac-Jean-Marie Le Pen, on avait cherché à comprendre ensuite, mais qu'est-ce qui s'était passé, vous savez, alors ça, pas dans le coup de l'émotion, mais dans les semaines, les mois et les années qu'on suivit, pour comprendre cette défaite de la gauche, et pourquoi. Et beaucoup on en déduit que c'était la candidature de Christiane Taubira
qui avait recueilli, je ne sais plus si c'était 1,5 ou 2% des voix, qui avaient manqué, ces voix-là avaient effectivement manqué à Jospin pour aller au second tour. Hein, chose que n'a pas voulu évidemment faire Ségolène Royal quand elle a été candidate, hein, contre Sarkozy en 2007. Et là, elle avait carrément, si j'ose dire, Ségolène Royal pris Taubira, pris tout le monde, elle a voulu cette union. Hollande aussi, encore plus malin, Hollande, lui, il a pris comme ministre pour ne pas avoir à être gêné par une personnalité quand même de premier ordre, hein, voilà, hein, parce que elle a, moi je vous dis, je reconnais beaucoup de qualités à Christiane Taubira, hein, je pense que effectivement c'est quelqu'un qui a souffert en plus de certaines choses, qui a des défauts aussi, puisqu'on ne comprend pas un peu son sens, par exemple là, son livre Murmure à la jeunesse, où elle explique qu'elle est contre la déchéance de nationalité, hein, donc d'ailleurs on est très interrogatif sur le timing parfait de cette campagne de promotion. Elle démissionne, 2 jours après, son livre se retrouve à la une de tous les... Évidemment, au moment où elle est le plus dans l'actualité de par sa démission, elle se retrouve au cœur d'une autre actualité, elle a quelque chose à vendre. Au même moment où vous vous retrouvez au cœur de l'actualité, c'est quand même assez intéressant. Je remarque aussi qu'elle a des stratégies de communication, ou en tout cas des stratèges de communication qui visiblement lui donnent de bons conseils. Hein, parce que là, ça ne pouvait pas mieux. On dit, comme on dit, ça tombe à point nommé. Le jour où vous démissionnez, que toutes les télés s'emparent de ce sujet, vous avez un livre qui sort dans les librairies le même jour, dans lequel, voilà, elle interpelle donc sur ce sujet de la déchéance de nationalité, qu'elle dit, etc., qu'elle voudrait pas rendre, quel pays voudrait rendre les gens apatrides, etc., etc. Bon, des beaux discours, très bien décrits, hein. Christiane Taubira a une très très belle plume en plus, et... mais je me pose la question de savoir, est-ce que Christiane Taubira, qui nous dit qu'elle est contre la déchéance de nationalité, elle-même ne joue pas dans le côté de l'anti-France, puisque on voit elle qui parle on parle toujours de valeurs républicaines, hein, machin, etc. Ça c'est la rhétorique habituelle, et pourtant Christiane Taubira, elle ne chante pas la Marseillaise, elle ne salue pas le drapeau français, etc. Il y a tout un tas de petites choses comme ça. Vous vous rappelez tous cette image assez forte, hein, après les attentats du 13 novembre, quand il y a eu le congrès, hein, réuni, comme on dit, donc Sénat plus Assemblée nationale, hein, pour écouter le président de la République. On a vu cette Marseillaise entonnée par toute l'Assemblée, etc. Tout le monde chantait. Il y avait une personne qui chantait pas, c'était Christiane Taubira. Vous pouvez regarder les images, hein, voilà. C'est comme ça, c'est la seule personne qui ne chantait pas, c'est Christiane Taubira, et elle leur fait d'ailleurs un point d'honneur. Elle est plus gênée d'ailleurs, parce que si on regarde cette séquence en entier, vous verrez que sur la fin, elle fait semblant de chanter. Elle bouge les lèvres, pour montrer, parce que c'était, je pense, un moment de haute solennité, un moment historique, hein, autant le dire, et donc elle s'est dit quand même, bon, quand même, je fasse semblant de chanter, elle n'est pas en tout cas pro marseillaise, c'est sûr. Alors, qu'est-ce que vous me dites encore? Qu'est-ce que vous me dites? Voilà, après les attentats sous faux drapeau, on découvre les élus également sous faux drapeau, n'est-ce pas, messieurs les gouvernants employés des grandes puissances financières mondiales? Oui, oui, ça, je pense que maintenant vous êtes au stade de 3 du complotisme, ça, on va pas revenir, ça c'est niveau cours élémentaire. dans l'échelle complotiste, vous avez la majorité d'entre vous ont le bac déjà. On va pas revenir sur les fondamentaux, comme on dit. Ça vous savez déjà. Alors ne pensez pas justement que cette extrême droite anti-européenne, qui pourtant touche grassement de l'argent de ce même Parlement européen, c'est une grosse blague. Alors là, je suis content qu'on me pose la question sur ce sujet, parce que oui, moi je le pense profondément. Les groupes identitaires que j'entends, qui se prétendent nationalistes, alors sachant qu'ils ramènent le nationalisme à la race, évidemment, premièrement, donc je peux pas être d'accord avec cette idée-là. Ces groupes-là qui sont effectivement, qui touchent
des subsides de l'Union européenne, c'est d'autant plus louche, évidemment, puisque comment ça, vous touchez des subsides de l'Union européenne? Parce qu'ils défendent, il faut le savoir, dans leur vision, cette idée de l'Europe, c'est-à-dire d'un peuple européen. Donc quelque part, ils participent et contribuent, oui, à cette mascarade. Pour moi, ils font partie d'un grand jeu d'éléments dans lequel on a besoin de mettre des forces en opposition, et pour qu'on ait ces forces en opposition et que ces mouvements soient actifs, et ils le sont de plus en plus, d'ailleurs, dans beaucoup de pays, hein, en Europe, je veux dire en France, en Angleterre, en Grande-Bretagne, en Hongrie, en Pologne, etc., au Danemark, hein, ces mouvements deviennent de plus en plus puissants, et donc, moi, je pense clairement, je suis entièrement d'accord, c'est une grosse blague par rapport à leur vision de défendre l'idée d'un peuple européen qui n'existe pas. Hein, parce que si ces gens-là vous disent constamment, vous savez, cette idée, oui, non, nous voulons que des Européens, etc., ils ne veulent pas de Roms en bas de chez eux. Alors, les Roms, sont-ils des Européens ou pas? Ah ouais, mais ils viennent... ils viennent d'Inde, etc. Ah ouais, mais c'était à 600 ans. Ah bon, au bout de 600 ans, ils sont toujours pas Européens. Bon, bah, dans ce cas, nous, on ne sera jamais européens. Enfin, dans leur tête, je pense que c'est acquis. Alors, qu'est-ce qu'on me dit qui sont les prochains invités prévus? Cette question-là, elle vous taraude. Ouais, puisque c'est la question qui remporte le plus de points. Donc, il y a tout un tas d'invités prévus, de toute façon, qui vont venir. Il y aura Philippe Pascot, comme vous l'avez précisé, Adrien Abozy, Michel Drac, Jean Pernan, je ne vois plus encore, Laurent Glosy. Il y en a un autre, celui-là, je vous en parlerai quand tout sera fini. Mais si ça se fait, là, par contre, il est extrêmement connu. Voilà, je ne peux pas en dire plus pour le moment. Ceux qui me connaissent, ils savent que je ne lance jamais des choses comme ça. Mais oui, c'est quelqu'un de très très connu. Je pense qu'il a accepté sur le principe. Alors, si on arrive à déterminer une date, j'espère que ça vous plaira. Et je le pense. Mais on verra. Ça, on ne peut pas trop en dire là-dessus. Voilà, c'est un mini scoop de lâcher pour ceux, je sais que vous n'êtes pas trop nombreux à nous regarder, donc ça ira. Voilà, alors on me dit quoi encore? Penses-tu que Bernie Sanders peut changer en profondeur la politique extérieure et intérieure des États-Unis s'il gagne les élections présidentielles? C'est marrant, j'avais prévu de parler un petit peu en plus des élections américaines. Oui, Bernie Sanders, j'ai été voir un peu, j'ai vu que Clinton, elle avait gagné contre lui en Iowa. Vous savez, c'est les caucus, c'est un peu l'espèce de départ des primaires, l'Iowa étant le premier État pour les républicains et les démocrates dans lequel on élit les candidats, et visiblement elle serait arrivée en tête d'une petite voix, d'une courte voix. Est-ce que Bernie Sanders, il a une personnalité intéressante? J'ai entendu certains de ses discours, j'ai trouvé ça assez intéressant. Est-ce que c'est lui qui va tout changer aux États-Unis? Je sais pas, mais en tout cas, j'ai trouvé ça intéressant. En tout cas, ça m'apparaît plus intéressant qu'Hillary Clinton. Pour tout dire, ceux qui connaissent Hillary Clinton savent qui elle est, d'où elle vient. Vous savez, la famille Clinton, qui est millionnaire, qui a déjà gouverné via Bill Clinton, le mari d'Hillary, qui a été président des États-Unis avant George Bush. Et donc voilà, Bill Clinton, oui. Ils nous sortent toujours des beaux gosses, les démocrates, c'est ça le concept, mais bon. Là, avec Bernie Sanders, c'est un peu plus austère. On revient à des valeurs, mais bon, c'est bien que, voilà, il y a des choses. Voilà, arrête de nous faire baver, on me dit, bah non, mais je peux pas vous le dire, ça porte l'œil, arrêtez les mecs. On va pas se le dire, ça porte l'œil. Donc, qu'est-ce qu'on me dit encore? Ce n'est pas une question, mais apparemment il y a une manifestation antifasciste ce samedi à Paris. C'est possible, mon cher Erani, possible. Moi je ne sais pas. Les manifestations antiracistes, comme j'en ai vu, effectivement, moi ce que j'appelle les manifestations antiracistes, c'est comme oui, la marche de la dignité, là où on défile avec des slogans vive l'Algérie, on va tous vous niquer, la France c'est des bâtards. D'accord, et puis il y avait des Noirs invités pour nous dénoncer la suprématie de l'homme blanc en France. Oui, effectivement, les trucs antiracistes, ouais, moi je crois pas qu'en plus on soit les bienvenus, nous, dans ce genre de manifestation.
Alors, on me dit finalement, s'il n'y avait pas ces soucis au Moyen-Orient avec les conséquences que l'on connaît, on parlerait bien davantage de la crise financière dont on connaît les responsables. Les migrants, gage de stabilité de la République. Ouais, bon, t'as pas tout à fait tort, la crise des migrants, elle permet en plus d'occulter d'autres crises, d'autres problèmes, et puis elle va ramener un chaos social petit à petit, comme on le voit, qui est en train de s'installer dans nos pays, dans les villes, pour finir dans une énorme guerre civile, hein, parce que c'est que comme ça que ça pourra finir par des grands affrontements ou des affrontements larvés au sein de toute la société. Alors, qu'est-ce qu'on me dit Es-tu prêt à recevoir Stan Mayo une nouvelle fois? Oui, pourquoi pas, oui, voilà, bien sûr, pourquoi pas, on n'est pas contre Stan Mayo, hein, attention, il faut remettre les choses en place, hein, parce que tout de suite, quand on dit quelque chose, voilà, j'ai dit que je me mêlais pas d'histoire, machin, ça veut pas dire que je prends parti, hein, faut rester aussi un peu calme là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Que penses-tu? Pourquoi Bernard Friot? Il n'a jamais répondu à nos demandes, hein, donc voilà, on peut absolument rien dire là-dessus. Et que penses-tu du virus Zika? Pas grand-chose, hein, sinon que voilà, un virus d'un moustique qui s'attaquerait apparemment aux femmes enceintes et qui provoquerait des dégâts sur les bébés. Voilà, ça me paraît être voilà, dans la lignée du chikungunya et de toutes ces nouvelles maladies. Que dire dessus? Pas grand-chose, hein, je ne crois pas, non. Grand complot via les moustiques, non, mais bon. Ça arrive, hein, les épidémies, ça a toujours marqué son temps. Et puis quand on a vécu dans les pays chauds, hein, on est au courant de ce genre de choses. Alors, j'ai entendu parler d'Américains recrochés dans un parc national. Tu sais où cela en est? Non, j'ai entendu aussi parler de cette histoire, mais je ne sais pas du tout ce que cela en est. Je ne sais pas. À quand Olivier Bérurier sur Méta TV? Quand il voudra, hein, quand il répondra à Nobel. On fait peur, vous comprenez pas. Les gens, ils ont peur. On leur fait peur. Non, mais on leur fait peur. Hein. On a quand même un CV, voilà. Ozzy, le troll qui me demande de... Modératroll, il me demande les Fourisson, il peut revenir. Oui, tu veux nous... Voilà, ça suffit pas. Hein. Mais si, Fourisson, il sera le bienvenu, évidemment. Mais on sait très bien que faire venir Robert Fourisson, ça vous met en procès immédiatement. Alors je veux bien, mais si tu veux, on attendra de finir déjà ce procès avant de pouvoir l'inviter encore une fois. Et c'est pas de sa faute, hein, encore une fois. On veut nous punir d'avoir franchi la ligne rouge et d'avoir percé le tabou, justement, d'inviter quelqu'un comme Robert Fourisson, qui est persona non grata, dans tout le pays, dans toutes les institutions médiatiques, quelles qu'elles soient, y compris les médias indépendants. C'est ça qui est quand même le plus saisissant. Nous, on n'a pas eu peur, effectivement, on a franchi cette ligne rouge. On ne se sent pas concerné par ce dogme idéologique qui interdirait d'aller faire une entrevue de Robert Fourisson, quand bien même ça ne plaît pas à certaines personnes. Hein, voilà, nous, il y a beaucoup de gens qui nous reprochent d'avoir fait cette entrevue, y compris dans les médias indépendants. Les gens s'offusquent, ouais, non mais quand même, et tout, vous avez fait ça, et tout, etc. Comme si nous étions voilà, des parias ou des gens un peu fous d'avoir voulu faire cette entrevue de Fourisson. Voilà. Alors Jacques Grimaud, on attend qu'il revienne de l'étranger, mais voilà, on aimerait bien. Voilà, qu'est-ce que vous pensez inviter Michel Drac? Voilà. Tu vas te taper 20 questions sur on doit inviter tel ou tel invité. Oui, c'est sur la fin, de toute façon, dans la fin, je peux leur dire, Michel Drac, de toute façon, c'est prévu, il va venir, vous aurez qu'à regarder le programme, et voilà, tout est marqué, et voilà, et BHL, c'est prévu aussi, vous inquiétez pas, voilà. En tout cas, voilà, les questions personnelles, oui, mon cher, non, je réponds pas à ce genre de questions personnelles. Attends, je suis pas le président de la République, je veux pas vous faire des bilans de santé à chacune des émissions. Si je suis là, c'est que tout va bien. Si vous ne me voyez pas, c'est que ça va pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, pourquoi toutes les émissions annulées? La vérité, s'il te plaît. Non, il y a des fois, vous savez, la vérité, il faut mieux pas la savoir. Si elles ont été annulées, c'est qu'il y avait des bonnes raisons. C'est ce qu'il faut se dire. C'est comme certaines choses. Si ça existait, c'est que ça a lieu, et il ne faut pas se poser de questions. Voilà. Vous savez de quoi je parle. Bon, là, c'est pareil. Donc, alors, qu'est-ce qu'on me dit
Que pensez-vous de la politique d'Erdogan qui a pour entraîner une guerre civile? Possible, j'en sais rien, mais moi j'aime pas trop la politique d'Erdogan, et puis oui, ça peut entraîner une guerre civile, ça l'a déjà entraîné en Syrie, hein, donc maintenant est-ce que ça pourrait déstabiliser la Turquie? Certainement. Certainement. D'ailleurs j'ai une vidéo aussi sur ça qu'on vous diffusera sur la Turquie et est-ce qu'il y a une guerre civile en Turquie. Alors, selon Bernard Monod, invité de Pierre Jovanovic et de sa revue de presse du mois de janvier, ils affirment que l'état d'urgence est mis en place pour protéger les banques de la crise monétaire mondiale qui va arriver en 2016. La France serait le prochain pays à être touché et à avoir la possibilité que les banques se ferment. Penses-tu que l'état d'urgence sert à protéger les banques qui vont piller les peuples européens? Ah bah, ce serait logique. Ça, c'est la version qui est cohérente, pourquoi pas, bien sûr, mais c'est très cohérent, mais évidemment. Hein, de faire, oui, une opération sous faux attentats, opérer un état d'urgence, et puis ensuite le crash économique qui s'annonce depuis longtemps, l'apocalypse financière, hein, finirait par être maîtrisé sous un état d'urgence qui permettrait à l'État d'user de toutes les techniques, hein, comme nous l'a dit Valls, tous les moyens nécessaires, le plus impitoyable soit-il, pour contrer cette menace. Donc moi, je n'ai pas entendu le passage en question, mais cette thèse, telle que voilà, hein, tu la présentes, qui a été relatée, en tout cas, me paraît crédible, bien sûr, ouais, ça me paraît extrêmement crédible. Parce qu'on ne parle plus trop des problématiques économiques, ni de la Grèce, de la dette, de cet effondrement financier, donc voilà. C'est loin d'être fini, entre guillemets. Donc, en tout cas, c'est loin d'être fini pour l'Union Européenne, mais pour ce soir, pour nous, c'est terminé. Et on est obligé de terminer à l'heure, parce que vous savez très bien que nous avons des problèmes de transport. Donc, écoutez, ça fait plaisir. Allez, une petite dernière question. Vendredi, il n'y a pas d'invité. On est tranquille, mon cher. Me pose la question. La question est répondue. Vendredi, il n'y en aura pas. Pas sûr qu'il y ait une émission. Je pense qu'on va plutôt se revoir lundi. Sinon, voilà, en tout cas pour cette soirée, hein, ça m'a fait plaisir d'être avec vous à l'ancienne. Donc un grand merci à la régie, un grand merci aux modératrolls connectés, que la paix soit sur vous, ils me comprendront, et bien sûr, un grand merci à tous les métanautes, au public, hein, ceux qui sont dans le chat public, voilà, vous allez passer, finir la soirée comme vous voulez. Je vous dirai pas finissez la soirée sur Méta TV, mais quand même, ou allez sur le TS, hein, voilà, pour ceux les nuitards, qui ne savent pas quoi faire, allez sur le TS ou sur le chat. C'est comme vous voulez, vous pouvez aller, en tout cas, faites comme vous voulez. De toute façon, vous savez très bien, TS, chat, ce que vous voulez. Si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. Ciao, ciao, ciao.